It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des Grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des Grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock, qui font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. Et l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre sponsor officiel, The On-Site. Donc, The On-Site, c'est quoi? C'est une usine à gym d'escalade qui font affaire un petit peu partout en Europe et au Québec. Donc, c'est le fun parce qu'ils croient vraiment à la vision de La Voix des Grimpeurs qui est de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, ils font affaire un petit peu partout à travers la planète avec leur gym. Donc, que ce soit pour créer un nouveau gym, que ce soit pour acheter des prises, pour tout ce qui est aussi projet sur mesure, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux. Donc, si vous voulez une cotation, ça va être sur le site suivant, donc theonsite.com, donc THEONSITE.com. Donc, vous ne serez pas déçus parce qu'ils ont l'escalade à cœur comme nous autres aussi avec La Voix des Grimpeurs podcast. Donc, merci The On-Site de pouvoir rendre ce projet-là possible. Puis pour n'importe qui a des cotations, que ce soit en Europe ou au Québec, theonsite.com. Donc, bon épisode. Good! Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Je dis bon matin parce qu'en ce moment au Québec, il était 8 heures quand on était supposé commencer le podcast. Finalement, j'ai appris qu'en France, en fait, l'heure a été avancée d'une heure. Fait qu'on a été obligé de remettre le podcast une heure plus tard. Fait qu'en ce moment au Québec, il est 9 heures. En France, il est 2 heures. Donc, bon matin, bon après-midi, bonsoir et peut-être même bonne nuit, dépendamment de la personne qui écoute le podcast. Fait que, comme je l'ai dit à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout en fait, au monde, dans la francophonie. Ça va être vraiment aussi d'inspirer un maximum de personnes avec des histoires à succès. Puis aussi, surtout, je pense, comme dans cet épisode-là qui s'en vient, vraiment d'éduquer puis de rentrer en fait dans des détails granulaires de l'entraînement, du mindset, la nutrition, vraiment en fait un paquet de choses qu'on aime discuter en fait avec des spécialistes dans le fond dans ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, on a Léo Pazek qui est déjà venu en fait sur le show il y a quelques semaines, en fait, dans la saison 3, parce qu'au moment où c'est que cet épisode-là va sortir, on va être rendu dans la saison 4. Puis en fait, si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Léo, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter parce que j'ai tellement eu des beaux retours d'un paquet de personnes, puis il y a du monde qui m'ont même dit que c'était un des épisodes de podcast les plus complets en termes d'information qui ont eu la chance d'avoir. Puis Léo est un coach d'escalade depuis à peu près 5-6 ans. Puis, Deux, 3 ans, mais. de 2-3 ans, OK. 2-3 ans, mais en fait, avec en ce que je pense que, Dans la honnêtement, pratique. avec la pratique, puis avec le bagage, puis tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, on dirait que ça fait comme 10 ans que tu fais ça, tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Puis aujourd'hui, le sujet
Je pense que ça va être un sujet que la majorité des grimpeurs vont adorer. Fait que pour tous ceux en fait, pour tous ceux qui veulent briser un plateau, pour tous ceux, en fait, justement, qui ont déjà commencé à s'entraîner, puis pour les gens qui veulent vraiment en apprendre par rapport à la force de doigt. Donc, que ce soit les différents types d'énergie, les différents systèmes énergétiques, en fait, de la force de doigt, on va en parler aujourd'hui. On va aussi parler de comment travailler toutes ces forces de doigt-là différentes. On va aussi parler de, bref, un paquet de choses par rapport aux doigts. Fait que si vous avez un épisode à écouter dans cette saison-ci par rapport à la force de doigt, je pense que c'est vraiment celui-là. Fait que, ben, bienvenue Léo. Je suis content de te Bah revoir ouais, sur un autre épisode. pareil, content d'être de retour. Ouais. Yeah, puis J'ai- ouais, c'est ça, en fait. C'est drôle parce que dans l'autre épisode qu'on avait tourné ensemble, là, qui était surtout par rapport à comment justement démarrer l'entraînement, comment avoir des bonnes habitudes de vie, puis on a rentré sur tellement d'autres sujets. Là. Tu sais, ça a duré, je pense, 1h50 comme podcast. Hein. On a parlé que la force de doigt, c'était un des facteurs justement les plus limitants, je pense, pour les grimpeurs. Puis il y a vraiment une grosse corrélation entre la force doigt. Puis quand je parle de force, je parle de la force en général, là, tu sais, que ce soit l'endurance doigt, le power endurance doigt, tu sais, vraiment toutes ces sphères-là. Je pense qu'il y a une grosse corrélation entre le succès d'un grimpeur puis la force doigt. Puis j'aimerais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Puis peut-être aussi démystifier une coupe, quelques mythes par rapport à ça. Euh, ouais, ben en fait, c'était même pas dans les questions que j'avais préparées, mais selon toi, y a-t-il des mythes qui seraient intéressants déjà d'attaquer dès le départ par rapport à la force doigt ou quelque chose que les gens sont peut-être pas au courant par rapport à la force doigt qui serait intéressant que les gens soient au courant? Moi, je pense, ouais, si je devais résumer le podcast d'aujourd'hui en une phrase, tu vois, ce serait d'appliquer la surcharge progressive. Peu importe Hmm, le type d'exercice, peu importe que ce soit des doigts, des biceps, des jambes, du volume de grimpe. En fait, c'est de la surcharge progressive. Et OK. pour les doigts, ça marche de la même manière pour, bah, comme tu disais, tous les systèmes énergétiques, que ce soit l'endurance, le power endurance, l'endurance de force aussi. Je sais pas si on dit strength endurance en anglais, mais Ouais. enfin voilà, un Je peu parle tous de les power systèmes endurance. énergétiques. Mm. Enfin vraiment, je vais redétailler un peu chaque truc après Ouais. pour bien qu'on fasse les définitions et tout. Mais ouais, surcharge progressive. Et si tu appliques la surcharge progressive, en fait, donc de rajouter soit du temps, soit des kilos, soit des répétitions, soit de Mhm. réduire tes temps de repos sur le long terme, en fait, c'est ça qui fait la différence. Et et ouais, donc ça c'est un des premiers trucs, c'est que faut pas avoir peur de justement surcharger progressivement. Ouais. Et un mythe aussi que je retrouve souvent, c'est qu'il faut attendre tel ou tel palier pour commencer à s'entraîner. Tu vois, par exemple, il faut pas faire de force doigt avant d'avoir grimpé pendant 2 ans parce que sinon tes doigts ils sont pas prêts ou quoi. Ça, pareil, c'est un mythe parce que en fait, tout dépend de comment tu le travailles. C'est clair que Mhm. si t'as jamais fait d'escalade et que tu fais des suspensions lestées directement, ça va pas marcher. Mais la manière dont tu le mets en place, en fait, tu peux travailler ta force max, bah, même si t'as pas beaucoup de force. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu arrives à tracter 20 kilos sur une prise. En fait, tu peux déjà commencer à travailler ta force et essayer de faire Mhm. 21, 22, 23 kilos. Euh, et donc, en fait, il faut juste le faire intelligemment et le plus tôt possible parce que ça prend des années de débloquer sa force, Ouais. enfin de développer ou débloquer un palier. Ouais. Donc, ouais, vraiment surcharge progressive et le plus tôt possible parce que après, bah, sinon, souvent, on regrette en fait de pas avoir commencé plus tôt Ouais. parce qu'on se dit ah ouais, maintenant que j'ai compris comment ça marche, si j'avais fait ça il y a 5 ans, comment je serais maintenant? Mhm. Et bah là, on n'aura jamais la réponse à la question parce que bah on n'a pas commencé il y a 5 ans. Donc Exact. ouais, franchement, c'est commencer le plus tôt possible. On va y revenir sur Ouais. une question en particulier. Puis c'est ça Et aussi, ouais, surcharge progressive. je voulais aussi dire quelque chose justement. Tu sais, toi, tu disais que parce que c'est un des rôles principaux en fait de s'entraîner au niveau de la force d'oie, c'est de limiter les blessures. Puis tu sais, je me semble que tu disais dans l'autre podcast qu'on avait fait avant que justement si tu avais une force d'oie, par exemple, de quelqu'un qui grimpe, on va dire V10, puis que tu grimpes, on va dire des V8, ben tu as beaucoup moins de chances de te blesser parce que tu as une certaine marge que si justement tu as une force de quelqu'un qui grimpe V8, mais que tu grimpes dans ta limite qui est V8. Parce que justement, là, vu que tu n'as pas peut-être pas la marge, puis que tu es vraiment dans ton maximum de force, ben c'est là qu'il peut y avoir des dangers de blessure. Fait que tu sais, en dehors de s'améliorer au niveau des performances, juste de limiter les blessures, je pense que de s'entraîner au niveau de la force doigt, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis même moi, je l'ai remarqué, là, tu sais, je suis revenu d'un voyage, comme je t'avais dit, sur l'autre show.
Euh, J'ai écouté le podcast ouais, où tu fais le bilan. avec C'était Félix sympa en Bam, vrai là. d'avoir le. Ouais. Mm. Ouais, puis c'est cool parce que comparativement à l'année d'avant, je me sens tellement moins sore, si on veut, là, après mon Ouais, voyage. rouillé. Puis c'est ça. Puis aucun moment dans le voyage, je sais que j'avais peur de me blesser. Parce que justement, j'avais entraîné énormément ma force doigt avant d'aller en voyage. Puis là, c'est fou parce que j'ai une des meilleures saisons extérieures depuis que j'ai commencé. Puis probablement que m'être entraîné pendant 6 mois, ça a dû faire une grosse différence, là. C'est sûr. Fait que ouais, fait C'est que sûr. parlons Et puis même si Ouais, vas-y. c'est. Ouais. Non, j'allais dire, même si c'est placebo, tu vois, même si tu as eu l'impression de t'améliorer et que c'est peut-être pas dû que à l'entraînement, mais peut-être juste au fait que tu étais plus hypé, du coup, tu as plus grimpé ou quoi, tu vois, bah, au final, ça a marché. Donc, Ouais. ouais, ça, c'est toujours bon à prendre. Mhm. Fait que parlons des systèmes énergétiques parce que, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui pensent que devenir fort au niveau des doigts, ben, c'est juste de faire soit du arm lift ou de la poutre, là, comme vous dites, comme tu dis dans tes podcasts, là, ou du hangboard. Mm. Mais tu sais, il y a tellement d'autres types de systèmes énergétiques. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, mettons, de la différence entre que ce soit la force doigt. Ben, en fait, je vais te laisser la page blanche pour nous en Ouais. parler en général. Bah, en fait, ce serait cool que je puisse avoir tu vois, un tableau blanc ou un truc. Je sais pas s'il y a ça sur Zoom, mais bon, c'est pas grave au pire. Mais tu vois, c'est vraiment une pyramide en fait. Ouais. Et tout en haut de la pyramide, il y a là où tu as le plus de force avec le plus de vitesse, et tout en bas, c'est l'inverse. Tu vois, donc en Mhm. gros, tu as l'explosivité, la force max, l'endurance de force, la résistance, l'endurance. Enfin, en fait, voilà, ça fait vraiment une pyramide. Et et en fait, la fondation de tout ça, en fait, même si c'est l'endurance qui est tout en bas dans l'image de la pyramide, c'est la force max en général Mhm. parce que bah, si tu as une meilleure force max, en fait, toutes tes autres métriques vont être indirectement meilleures parce que pour faire un mouvement identique, tu vas dépenser moins de pourcentage de force, comme si tu avais une batterie et chaque move te coûte 10% de batterie. Bah, si tu augmentes ta capacité, peut-être que chaque mouvement va te coûter que 5% de ta batterie et que ta batterie sera en plus plus grosse. Donc, il y a vraiment ce truc-là où ouais, Mhm. c'est une pyramide et c'est vraiment, faut un peu définir tous les termes. Et là, du coup, je pense, moi, je vais m'attarder sur alors, trois ou quatre, ça dépend. Mais en gros, bah, tout en haut, il y a l'explosivité, donc le RFD, le Rate of Force Development. Donc, Ouais. vraiment être capable de serrer une prise hyper rapidement, donc la La force force de contact. contact. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, tout en haut, il y a ça, la force de contact. Très difficile à évaluer d'un point de vue même scientifique parce que en fait il faut que les capteurs ils aient une certaine fréquence d'acquisition. Bon là je rentre déjà dans les détails, mais du coup les capteurs de force ils ont une fréquence d'acquisition en hertz, ça veut dire qu'ils prennent une mesure toutes les par exemple ils prennent 200 mesures par seconde. OK. Et on dit dans les études que pour que les mesures soient fiables, reproductibles et tout, au minimum 200 Hertz, mais la plupart c'est entre 500 et 1000, et il n'y a aucun capteur, on va dire sur le marché comme les Tyndek ou quoi, qui ont Mhm. cette fréquence d'acquisition, donc très dur à tester. Après, d'un point de vue purement empirique, donc sur le terrain, vraiment à la salle d'escalade, comment le tester? Bah, juste essayer de sauter sur une prise et essayer de s'accrocher, tu vois, que ce soit à un Mhm. bras ou à deux bras. Ouais. Donc ça peut se tester assez facilement d'un point de vue empirique, on va dire. Donc vraiment juste en allant à la salle et en voyant aussi tes vidéos de grimpe. Ouais. Si à chaque fois que tu tombes sur un bloc ou sur une voie, c'est parce que tu envoies un mouvement et que tu n'arrives pas à tenir la prise quand tu arrives dessus, bah, c'est peut-être que tu manques du coup d'explosivité. C'est ça, c'est ça. Parce que quelqu'un serait capable, justement, si, exemple, on saute vers une prise, puis que c'est un 20 millimètres par exemple, ou un 15 millimètres ou peu importe le nombre de millimètres, mais que tu n'es pas capable de tenir la prise, c'est pas nécessairement que tu n'es pas assez fort pour tenir la prise, parce que cette prise-là, dans un contexte où c'est qu'elle aurait été immobile, puis, mettons, en dessous Ou d'un tu arrives avec peu de hangboard, une vitesse. poutre, là, tu serais correct. Mais d'arriver, puis d'être capable de générer la force assez rapidement pour que tes tissus nerveux, en tout cas, je sais pas si c'est ça, là, mais se Non, c'est ça. contractent assez vite pour tenir la prise. C'est ça la différence, mettons, entre la force, de la contact strength, puis de la force tout court, là. C'est ça. Bah justement, juste en dessous, c'est la force max, donc la force OK. maximale. Et là, après, il y a plein de manières de la mesurer, que ce soit sur capteur de force en tractant, en Mhm. suspension, donc à deux bras sur la poutre, à un bras sur la poutre. Voilà, il y a plein de méthodes qui existent pour la mesurer, entre 3 et 5 secondes, jusqu'à 10 secondes. Enfin voilà, après, ça dépend vraiment de quel test on utilise. Mais la force max, souvent, le test le plus standard, ils utilisent ça aussi sur les tests Lattice, parce que c'est eux qui ont la plus Mhm. grosse base de données. C'est 5 secondes de suspension maximale sur 20 millimètres à deux bras et tu rajoutes le plus de lest possible. Et c'est OK. là où en fait ils ont fait un peu toutes leurs stats.
sur les métriques Ouais. de force doigt, on va dire. Après, j'ai pas accès aux bases de données, donc je peux pas avoir Fait tous que ça, les c'est vraiment le détails. classique, Mais mettons, le vraiment c'est classique. ça. On est 5 secondes sur un hangboard à 20 millimètres, on met le plus de poids possible par rapport à notre force, à notre poids de corps, exemple. C'est ça. Et puis, c'est les ratios qu'on citait dans les anciens podcasts quand on disait il faut 1,6 pour grimper V8, Mhm. 1,8 pour grimper V10. Voilà, c'est ces ratios-là, en fait. Ça vient de Ouais. ce test-là. Mais du coup, tu vois, tu peux avoir une très grosse force maximale, donc je peux avoir 1,8 de ratio, par exemple, Mhm. mais avoir une très mauvaise explosivité. Donc, pas être capable de serrer les prises rapidement. Et du coup, Hmm. bah, peut-être que c'est ce facteur-là qui va te limiter dans ta grimpe. Et c'est peut-être pour ça que tu as une force à doigt qui te permet sur le papier de grimper V10, mais qu'en réalité, tu vas grimper que V7, Ouais. enfin V6, V7, parce que t'as pas la capacité d'activer cette force rapidement Mhm. via, du coup, bah, ce que tu disais, le système nerveux. Enfin, c'est clairement nerveux et c'est de la force de contact. OK. Euh, et après, voilà, il y a toutes les préhensions différentes, hein. Il y a le semi-arqué, l'arqué avec le pouce, le trois doigts tendu sans le petit doigt. Enfin, il y a vraiment toutes les variantes de préhension qui existent. Bah, après, je parle même pas de tout ce qui est bidoigt, monodoigt, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment très, très, très spécifique. Et après, je parle même pas des bidoigts semi-arqués. Enfin, voilà, après, ça, c'est des trucs, Ça c'est, peut enfin, il y aller a que les loin. pros, on va dire, qui utilisent ça dans certains cas, sur certaines prises et tout. Mais, euh, mais ouais, ça peut aller loin. En fait, tu peux tester, en théorie, bah, la force de chaque doigt dans chaque position. Enfin, après, est-ce que c'est utile de le faire? Je pense pas. Mhm. Sauf si t'es blessé et que tu dois te rééduquer, etc. Là, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ouais, juste tester sa force en semi-arqué et en trois attendu, par exemple, ça suffit largement Mhm. pour déjà avoir un aperçu de tes points forts et tes points faibles. Et après, Mhm. bah, il y a toutes les déclinaisons de la force. Donc, en français, on va dire, nous, la résistance, donc Ouais. le power endurance, comme vous dites. Mhm. Euh, Après, il y a l'endurance, donc la force critique. Enfin, voilà, on l'appelle un peu comme on veut. Et après, il y a aussi l'endurance de force. L'endurance de force, c'est, par exemple, tu vas prendre on reprend les stats de tout à l'heure, tu as 1,8 de ratio sur la 20 mm. Bah, tu vas prendre une charge où tu es à 1,7, donc tu es très proche de ce ratio-là. Souvent, ce test-là, on le fait à 90% du max. Mhm. Et tu vas essayer de tenir le maximum de suspension de 3 secondes ou de 5 secondes. Enfin, ça dépend quelle métrique tu Ouais. utilises. Et tu te dis, OK, bah, je fais le maximum de suspension à 90%. Déjà, rien que ça, tu peux voir une très, très grosse différence entre deux grimpeurs, surtout entre les grimpeurs de bloc et les grimpeurs de difficulté. Mhm. Les grimpeurs de bloc vont avoir beaucoup plus d'endurance de force que les grimpeurs de difficulté qui ont beaucoup plus de résistance, par exemple. Et Mhm. après, bah, tout en bas, il y a la force critique, donc l'endurance. Et là, vraiment, c'est l'équivalent de la VO2 max et du seuil numéro 1 pour ceux qui font de la course à pied et qui veulent faire le parallèle. Bah, en gros, votre force max, c'est votre VO2 max pour faire simple, et votre force critique, c'est votre seuil numéro 1. C'est Mhm. la force que vous pouvez mettre dans le temps sans vous fatiguer. Et il y a C'est des ça. grimpeurs qui ont une force critique qui est de, je sais pas, 60% de leur poids de corps. Donc, vous imaginez que si vous tirez 60% de votre poids de corps sur une prise, Ils peuvent le vous faire n'êtes pas pendant en train de vous 24 heures. fatiguer. Tu peux le C'est faire ça. 24 heures sans Et arrêt, puis OK. c'est ça. C'est fou, ça. Bon, après, il y a les limites physiologiques après de bah, l'hydratation, les Ouais. électrolytes, machin, mais en théorie, c'est possible de maintenir cette force-là à l'infini, on va dire. OK. Et t'imagines la différence entre quelqu'un qui peut tenir 20% de son poids de corps à l'infini et 50% de son poids de corps à l'infini, sachant que tu as deux bras, donc C'est fou, 50%, ça. 50%. Ouais. Enfin voilà, ça peut aller très très vite. Et en fait, il y a des grimpeurs où si tu les mets sur un test très basique, je vais en reparler tout à la fin des protocoles, Ouais. mais juste 5 secondes de suspension, 5 secondes de repos au poids du corps. T'as des grimpeurs, je sais pas, des grimpeurs professionnels, ils peuvent faire Ouais. ça pendant 24 heures d'affilée en fait. C'est Ils ne s'arrêtent jamais. fou, ça. Donc C'est fou. Justement, je pense que j'avais vu une vidéo il y a 2 ans là, sur la page de Lattice. Puis, tu sais, justement, il y avait comme Magnus, puis, tu sais, Dave McLeod, puis tous ces grimpeurs-là. Puis, tu les voyais, eux autres, ils faisaient ces tests-là, mais à un bras, tu sais, je pense. Là, tu sais, c'était. Puis là, ouais, tu disais, c'est ça. aïe, aïe, tu sais, ça fait comme 20 minutes qu'ils sont en train de faire ça à un bras pendant 5 secondes. Ça faisait comme pas de sens dans ma tête, mais tu sais, il y a du monde qui puis quand ça fait 30 ans que tu fais de l'escalade puis que tu es un professionnel, ben tu développes justement une force critique absurde. Bah c'est ça, c'est un Mais peu ouais. comme les vitesses de course. C'est un peu comme les vitesses de course aussi, tu vois, pour ceux qui font du running ou quoi. Quand tu commences le running, tu commences, t'es à 180 battements par minute à 10 km heure. Enfin, tu comprends pas comment il y a des gens qui peuvent courir, je sais pas, un marathon à 130 BPM. Il Mhm. y en a qui le font, tu vois. Donc, enfin, c'est ouais, Mhm. avec l'expérience, en fait, les capacités d'endurance du corps humain, elles sont énormes. Et souvent, c'est un des points qui est peu travaillé bah, par les grimpeurs de salle, c'est cette endurance, cette force critique, cette Ouais. résistance, enfin en gros toutes les qualités qui sont pas de la force max, parce que ça Mhm. fait pas rêver. Il y a personne qui poste ça sur les réseaux sociaux. Exact. C'est pas du tout Instagrammable. C'est très chronophage et c'est pas
agréable à travailler. Tu vois, par exemple, si on prend Mhm. l'exemple de la grande de difficulté, donc avec la corde, donc le lead climbing, Ouais, ça peut être des séances où tu vas faire entre 30 et 50 longueurs, donc 50 voies différentes, mais dans des cotations qui sont deux ouais. chiffres en dessous de ton maximum. Tu Tu vois, peux par grimper exemple, à l'infini, c'est ça, entre guillemets, là. c'est ça, mais du coup, c'est très long, c'est très rébarbatif, enfin, Mhm. mais ça marche. Ça Ben oui. marche et c'est un peu comme courir à son seuil numéro un, tu vois, c'est faire de l'endurance fondamentale. Et ça, c'est un truc qui est pas beaucoup fait par, pas beaucoup de grimpeurs, en fait. Il y a quasiment que les grimpeurs pros qui font ça. Mhm. Euh, ou alors des grimpeurs qui savent un peu s'entraîner, qui ont un peu compris la logique des cycles d'entraînement, etc. Ouais. Et encore, faut pas le faire toute l'année, faut pas le faire tout le temps, etc. Mhm. Mais ouais, avoir une base de force critique et d'endurance qui est conséquente, en fait, ça te permet aussi de mieux récupérer entre les séances, entre les blocs, etc. Parce que Ouais. tu vois, si on reprend les chiffres, être capable de faire V10 en force à doigt, c'est pas pareil que de pouvoir faire 10 V8 dans la séance, tu vois. C'est Et ça. pourtant, en force max, ça peut être le même chiffre. Donc ça Mhm. a rien à voir. Et ouais, c'est chaque grimpeur est différent, a un profil différent. Juste pour la force d'eau, hein, je parle même pas de tout ce qui Ouais. est anatomie, la longueur des bras, le poids du corps, enfin les qualités de mobilité, de souplesse. Enfin là, tu rentres dans des Mhm. trucs, tu C'est peux. c'est Il y drôle, a personne qui est similaire, quoi. j'ai comme deux questions en plus qui viennent de me monter en tête. La première, quand tu as parlé de VO2 max, est-ce que de faire, exemple, du cardio, par exemple, aller courir, faire du running, mettons que tu augmentes ton VO2 max à ce niveau-là, est-ce que ça va pouvoir influencer sur ton VO2 max d'avant-bras ou ça n'a pas vraiment une grosse corrélation par rapport à tout ça? Je pense qu'il faut un niveau de base Ouais. d'endurance globale, tu vois, donc de VO2 max cardio, on va dire. Mhm. Mais en fait, comme l'escalade, bah, du coup, c'est de la VO2 max locale au niveau C'est des ça. avant-bras. Bah, en fait, ça a très peu de transfert jusqu'à un certain palier. Mais tu vois, par exemple, si tu es très sédentaire Mhm. et que tu cours pas souvent, tu nages pas souvent, tu fais que des séances de bloc max en salle, donc tu fais jamais beaucoup de blocs à la séance de répétition ou Mhm. limite tu transpires pendant ta séance, tu vois, Ouais. où tu es essoufflé. Bah en fait, si tu fais jamais ce genre de séance cardio, on va dire, ça peut être hyper intéressant de rajouter du cardio en plus, que ce soit en OK. grimpant plus, tu vois, donc en faisant des circuits dans des blocs faciles, Mhm. en faisant des longueurs de difficulté, ou alors, tu vois, en faisant du cardio bah, qu'on appelle non spécifique, je sais pas, du Mhm. rameur, de la course, de la natation. Ça peut avoir un gros impact si jamais tu es très sédentaire et que t'as pas justement ce niveau de base de fitness, on va dire. Mhm. Mais une fois que tu as un profil plutôt athlétique, on va dire que tu as une VO2 max correcte, voilà, tu peux avoir une VO2 max, je sais pas, de allez, 14-15 km heure. C'est Mhm. déjà très bien pour des grimpeurs qui font pas de course, tu vois. Ouais. Enfin, une VMA, du coup, enfin, VO2 max, VMA, voilà, ça dépend comment on le mesure. Mhm. Là, je parle en kilomètre heure, du coup, c'est de la VMA, vitesse Ouais. maximale aérobie. Mais du coup, ouais, si tu as une VMA de 14 ou 15, c'est déjà une très bonne VMA pour un non sportif, on va dire, enfin, pas un sportif d'endurance. Et là, par contre, tu peux faire tout le cardio que tu veux, ça augmentera pas ton endurance sur le mur. Parce que bah, c'est tes avant-bras qui vont te limiter. Donc je Ouais. dirais, si tu es très débutant, ça peut avoir un gros impact positif aussi sur ta composition corporelle, parce que tu vas perdre un peu de masse grasse, tu vas Mhm. peut-être gagner aussi un peu de masse musculaire, enfin ça peut être intéressant d'un point de vue purement rapport poids-puissance. Ouais. Mais c'est pas, enfin, imaginons tu grimpes déjà du 5-14, c'est pas ça qui Mhm. va te faire passer au 5-15, tu Exact, vois. c'est ça, c'est ça, C'est pas c'est du tout ça, ça. c'est ça. C'est Ouais. pas un bucket à feel, là, si on veut, là. Ouais, c'est Ouais. ça exactement. Faut avoir une base, mais une fois que tu as cette base, bah, ça sert plus à rien de s'acharner dessus pour l'augmenter, tu vois. OK. Mais par contre, bah, faire du cardio, du coup, spécifique, donc vraiment de l'endurance au niveau des avant-bras, Ouais. donc de la force critique, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. OK. Bah, là, pour le coup, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui est très peu fait, que ce soit ouais, par les grimpeurs en général, hein, c'est très peu fait, même pour les grimpeurs de difficulté. Souvent, le seul moment où ils vont faire du cardio à basse intensité, c'est sur leur voie d'échauffement, tu vois. Et C'est après, ils vont ça, faire que de c'est la ça. voie max dans leur projet. Ouais, puis c'est justement la deuxième question à quoi je pensais pendant que tu parlais tantôt, c'est que on m'a dit, puis j'ai écouté aussi dans beaucoup de podcasts, qu'il y avait tous les systèmes de force, que ce soit, mettons, la force, après ça, l'endurance, puis le power endurance. Chacun de ces systèmes énergétiques-là va se développer à une vitesse différente, si je me souviens bien. Puis on m'avait dit que l'endurance, vraiment la pure résistance, ça prenait des années, je crois, avant d'avoir vraiment une bonne base d'endurance. Est-ce que tu pourrais me parler de ça? Parce que je sais que en tout cas, moi, je vais te laisser me parler de ça, justement, le temps que ça peut prendre pour les différents systèmes de se développer.
En fait, déjà, oui, tu as raison, tous les systèmes, ils se développent à une vitesse différente parce que ça dépend aussi de ta typologie musculaire. Donc, la Mhm. typologie musculaire, c'est le pourcentage de fibres de type 1, de type 2 que tu as. Tu sais, les muscles, ils ont des fibres rapides, des fibres lentes. Donc, les fibres lentes, c'est les fibres de type 1, les fibres rapides, c'est les fibres de type 2. Bon, je vulgarise pas mal, hein. Il y a les fibres 2A, 2B, 2X, enfin voilà. Ouais. Il y a des différences. Mais tu vois, par exemple, si dans ton corps au global, et bon, si on prend que le haut du corps pour la grimpe, parce que pour le bas du Mhm. corps, ça n'a pas trop d'impact, mais si sur tout ton haut du corps, avant-bras y compris, tu as 75% de fibres rapides et 25% de fibres lentes, tu as beau faire tout l'entraînement que tu veux en endurance, ça va être beaucoup plus dur de gagner en endurance que quelqu'un qui va avoir un ratio 50-50 ou Mhm. 75-25. Et OK. l'inverse, c'est très très vrai aussi. C'est-à-dire que si tu es un profil plutôt hyper endurant, t'as pas beaucoup de masse musculaire, donc t'as pas beaucoup de fibres de type 2 en fait, parce que les fibres de type 2, c'est celles qui sont le plus hypertrophiées aussi. Donc Mhm. juste au visuel, tu vois, si tu regardes quelqu'un, s'il a une bonne masse musculaire, souvent ça veut dire qu'il a pas mal de fibres de type 2. Et s'il est plutôt tout fin avec des veines de partout, bah là souvent ça veut dire que c'est un grimpeur qui a plus de fibres de type 1. Wow. Donc Puis là, déjà rien que cette un et typologie, 2, c'est plus, c'est quel type de fibre? Un déjà? 1 c'est l'endurance et 2 c'est l'explosivité en gros. OK. Donc 1 c'est Ah lent et 2 ouais. c'est rapide. OK. Et donc déjà, rien qu'en fonction de cette typologie-là, tu peux avoir plus ou moins de difficultés à développer tel ou tel système. Et tu vois, ça m'arrive des fois en coaching d'avoir des personnes qui ont un profil endurance, mais qui veulent Mhm. faire du bloc. Alors que le bloc, bah, il faut plus un profil explosivité, tu vois. Hmm. Et je leur dis, bah ouais, mais là, tu vois, tu vas t'acharner contre ta génétique, en fait, parce que ça peut pas trop se modifier. Les fibres de type 2 peuvent se transformer en fibres de type 1. Donc, on va dire, si t'es très explosif, tu peux devenir endurant, mais pas très Mhm. endurant. Tu vois, ça peut, il y a un degré de conversion, mais tu peux pas tout convertir non plus. Ouais. Et par contre, l'inverse, alors après, il faut peut-être que j'actualise mes connaissances parce que ça fait un moment et comme c'est de la génétique, c'est un peu en constante évolution, on va dire. Ouais. Mais aux dernières nouvelles, les fibres de type 1 ne peuvent pas se transformer en fibres de type 2. Donc en Wow. fait, ton pourcentage de fibres de type 2, il est capé à la naissance en fait. Donc OK. faut attaquer tes parents en justice si jamais t'es pas assez explosif. Merde! Mais en fait, c'est ça. Mais vraiment, c'est en fait la génétique, ça a un impact énorme parce que après, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, bah, en fait, si tu as un potentiel génétique qui te dit, bah voilà, tu as 75% de fibres rapides, 25% de fibres lentes, tu seras jamais un bon grimpeur de lead climbing, tu vois. Enfin, quand je dis un bon grimpeur, peut-être que tu vas pouvoir faire du 8C ou quoi, mais Ouais. enfin, peut-être Tu que pourras tu pas vas faire faire du du cinq 5-14, quinze mais là, pas du mettons. 5-15, tu vois. C'est ça, je C'est ça, comprends. exactement. Et déjà 5-14, enfin, c'est énorme, tu vois, comparé Ben à la oui. plupart des gens, mais il faut se spécialiser toute sa vie là-dedans, etc. Par contre, si tu as 75% de fibres rapides et 25% de fibres lentes, peut-être qu'au bout de 3 ans de grimpe, tu vas faire V10, tu vois. Alors qu'un grimpeur qui a 75% de fibres lentes et 25% de fibres rapides, ça va lui prendre 10 ans pour atteindre le V10, tu vois. Et il va devoir OK. s'acharner, beaucoup mieux s'entraîner, faire plus attention aux blessures, etc. Enfin, c'est déjà il y a ça qui te cape énormément en termes de potentiel de développement. Et après, bah, chaque filière, elle s'entraîne aussi. Et par contre, moi, je suis un peu moins d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que l'endurance, ça pouvait prendre des années et des années à OK. venir. Parce qu'en fait, si tu la stimules spécifiquement, donc vraiment tu fais des cycles d'endurance assez réguliers, etc., ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Et, OK. euh, et tu vois, je pense pas qu'il faut 5 ans ou 10 ans avant d'avoir une très grosse endurance. Enfin, en tout cas, ça dépend à qui tu compares, Ouais. tu vois. Mais je pense qu'avoir l'endurance pour grimper dans du 8, alors dans du 8 en cotation lead climbing, donc ce serait du 5-13 quelque chose. Je vais ressortir la charte Ouais. de On l'autre va dire, jour. on va dire entre 8A et 8B lead, on va dire. Donc, ouais, ça doit être 5-13 quelque chose. Ouais, c'est 513B 8A, dans le fond. Ouais, voilà. Bah, je pense, tu vois, que plus ou moins n'importe qui s'entraîne intelligemment peut avoir ce qu'il faut en termes de force critique au bout de 2-3 ans pour grimper dans ces cotations-là, tu vois. OK. Et après, bah, il y a tous les autres facteurs qui vont influer, la force maximale, l'explosivité, la résistance. La Mhm. résistance, ça s'entraîne très rapidement. À partir du moment où tu as déjà une bonne force max et une plus ou moins bonne force critique, Mhm. donc la résistance, ce serait vraiment l'équivalent Ouais. des chevaux sur une voiture, tu vois, le horsepower, tu vois. Mhm. Tu peux avoir un très gros moteur, mais qui a très peu de horsepower. Bah là, tu vois, pour le grimpeur, ce serait ça. Donc, ce serait en fait augmenter sa résistance. Ça peut être très rapide. On l'a vu là dans la dernière étude qui était sortie avec le protocole F80. En OK. 4 semaines, tu peux augmenter de 30%. Et Wow. la plupart des gens gagnent jusqu'à, enfin, minimum 20% en 4 semaines. Donc, c'est énorme. C'est C'est énorme fou, et ça. et donc souvent, en fait, juste avec 1 ou 2 cycles par an, d'année en année, bah, en fait, ça progresse très rapidement. Par contre, ça se désentraîne très rapidement C'est aussi. ça, C'est-à-dire c'est que tu vas ça. progresser très vite. Et si tu arrêtes d'en faire, ça redescend très vite aussi Ouais. à son niveau de base. Donc en fait, il faut vraiment bien cycler son entraînement pour être en forme dans les périodes où tu en as le plus besoin.
Mhm. En fait, c'est pas possible de rester hyper endurant, hyper résistant, hyper fort toute l'année, tout le temps. C'est pas possible. Ouais. Il faut Alors que faire des sacrifices au bout d'un moment. la force, j'ai l'impression que ça prend plus de temps à la créer, mais une fois qu'elle est établie, elle va rester plus longtemps dans le temps. Ça va être plus difficile à perdre, si je me souviens bien. C'est ça. Bah, la force maximale, oui. Ça met des années à venir, Mhm. voire même ça peut être assez rapide si tu as les bonnes méthodes. Ouais. Mais après, il faut pas non plus progresser trop vite parce que sinon après, bah, les tendons, les ligaments et tout, ça a tendance à rester un peu derrière et du coup après, tu vas accumuler des petites blessures, des petites Mhm. douleurs et tout. Mais par contre, l'endurance de force, ça peut très vite se désentraîner aussi. OK. Donc imaginons là aujourd'hui, tu es capable de faire une suspension avec 40 kilos pendant 5 secondes. Si je te mets 30 kilos et que je te dis de faire un maximum de répétitions, bah peut-être qu'aujourd'hui tu vas en tenir 5 et peut-être que dans 3 mois après un cycle d'entraînement, tu vas tenir 15 répétitions, tu vois. Et OK. le gap entre 5 et 15 répétitions, il est énorme. Et ça, tu vois, ça va très vite fluctuer aussi en fonction de bah, si tu es en cycle d'endurance de force ou pas, si tu fais beaucoup de blocs, si tu fais beaucoup de voies. Enfin, en fait, la pratique de l'escalade en elle-même, elle influence beaucoup aussi le développement énergétique. Si tu Mhm. fais que du bloc, tu vas être beaucoup plus fort et beaucoup plus explosif. Si tu fais que de la difficulté, tu vas être beaucoup plus endurant et beaucoup plus résistant. Mhm. Et après, bah, les meilleurs grimpeurs, c'est ceux qui mixent les deux. Mhm. Et souvent, c'est un axe qui manque dans plein d'entraînement de plein de personnes parce que soit ils aiment pas, tu vois, par exemple, il y en a, ils aiment faire que du bloc, ils veulent pas faire de difficulté. Donc Ouais. là, bah, tu dois trouver une parade, donc tu dois faire de l'entraînement sur la poutre, etc. Parce que, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir plus de force critique, même pour quelqu'un qui fait que du bloc. Mhm. Et l'inverse, c'est aussi vrai, tu vois, par exemple, pour ceux qui font que de la difficulté, bah, faire des suspensions maximales sur la poutre ou t'augmentes la charge, etc., ça va être hyper intéressant Ben s'ils oui. aiment pas faire du bloc à côté, tu vois. Donc voilà, il y a des manières de le faire et en fait ça dépend Ouais. de tout le monde. Mais après, bah, on le voit avec les grimpeurs professionnels. Enfin, ceux qui grimpent le plus fort, c'est ceux qui sont le plus forts en bloc et en voie. Et Ben ils oui. font les deux et c'est juste à des saisons différentes, mais ils sont forts dans les deux, quoi. Genre, il y a Ouais. personne qui fait, enfin, même les Que du grimpeurs bloc, comme, je là, sais pas, ouais. Daniel Woods ou quoi, ils grimpent quand même 5-14 D, enfin 9A en voie alors qu'ils font jamais de voie. Tu vois, donc ils ont un niveau d'endurance qui est quand même Ouais. hyper élevé alors qu'ils font quasiment que du bloc. Ouais. Enfin, jusqu'à ouais, 8C+, etc. Enfin, Ben oui, c'est genre clair. Puis en des 15 plus, V16. ouais, ouais. Ça, Puis surtout, j'ai l'impression surtout pour quelqu'un, exemple, qui fait de la voix, je pense que c'est quasiment encore plus important de faire du bloc parce qu'à partir d'un certain moment donné, dans une voie, tu as des crux que c'est un bloc. Tu sais, si, exemple, tu n'es pas capable de grimper plus que V7 en bloc, ben c'est sûr que tu vas comme être capé à une certaine cotation en voie parce que à partir d'un certain moment donné, dans une voie, ben, tu vas avoir un crux qui va être un V7. Tu sais. Mais j'ai l'impression C'est qu'en ça. bloc, en tout cas, tu pourras peut-être me corriger, mais je pense pas que ce soit autant important d'être bon en voix pour le bloc qu'autant que d'être bon en bloc pour la voix. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis Ou d'accord, est-ce que tu es sauf si d'accord ou tu pas fais d'accord? Ouais, c'est ça. du. Je suis d'accord avec toi sur le principe global. Par contre, si tu fais de la compétition en Ouais. bloc, tu as besoin d'être hyper endurant. Parce que être capable de faire un seul bloc dur, bah, ça suffit pas. En fait, faut en faire 5 dans le Hmm. circuit en moins de 2 heures. Faut faire tous les blocs intermédiaires en même temps. Limite, c'est un concours d'endurance au final parce C'est que vrai. enfin, si tu regardes le niveau des blocs dans les compétitions et même les contests à l'échelle locale, tu vois, imagine, il y a 30 blocs à faire en 2 heures. Allez, dans les 30 blocs, il y en a 5 qui sont vraiment extrêmes. Bah, si tu es capable de faire qu'un seul bloc extrême dans les 30, bah, tu seras pas bon en compétition, tu vois, parce que t'as pas l'endurance ou la résistance de faire beaucoup dans la même C'est séance. vrai. C'est Donc, vrai. si tu fais que de la grimpe en extérieur, que tu veux juste faire un seul projet extrême et que tu t'acharnes que là-dessus et que c'est ce qui t'intéresse, oui, faire de l'endurance pour le bloc, c'est pas hyper utile, mais c'est quand même utile pour mieux récupérer. Tu vois, par exemple, si tu peux mettre 3 séances par semaine dans ton projet au lieu de une, bah, tu vas faire ton projet 3 fois plus vite, tu vois, en termes de temps. Mhm. C'est vrai. Enfin, de période de temps, tu vois, pas le nombre de séances, mais vraiment la période de temps. Si en 3 mois, tu peux faire 12 séances ou 24 séances, bah, ça change tout. Mhm. Donc, c'est moins vrai si tu fais que de l'extérieur et que du bloc max en extérieur. Mais à partir du moment où tu grimpes en salle et que tu as aussi un petit aspect compétitif, ou alors que tu es compétiteur, hein, tout simplement, sur Mhm. les circuits officiels, les championnats départementaux, régionaux, championnats du monde, etc. Bah, en fait, tu as besoin d'avoir un niveau d'endurance qui est colossal. Parce qu'en plus, des fois, ils grimpent plusieurs fois des séances extrêmes des jours d'affilée. Des fois, ils prennent qualification le lundi, demi-finale le mardi, finale Ouais. le jeudi. Tu vois, enfin, ils ont un jour de repos, ils ont fait 8 heures de grimpe. Enfin, si t'as pas d'endurance, tu peux pas tenir en fait. Donc, Non, c'est ça, exact. Tu te rends juste pas à la et, fin. et C'est ouais, ça. c'est ça. Et enfin, juste si t'as déjà essayé de le faire, tu vois, de grimper vraiment dur, je sais pas, 3 jours d'affilée.
bah, tu te rends compte en fait que déjà le deuxième jour c'est compliqué Ouais. de vraiment grimper fort parce que t'as pas une base d'endurance qui est aussi solide. Mais par contre ouais pour des grimpeurs professionnels qui grimpent ouais au moins 5-14 en voie, bah faire 10 V10 dans une séance c'est pas de la randonnée mais c'est facile. C'est C'est facile parce que leur force critique qu'on parlait tantôt, là, ils c'est pourraient ça. grimper B10 toute la journée. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, arriver à un certain niveau, c'est ce qui se passe, hein. C'est, si tu prends des blocs assez basiques en termes de mouvement, tu vois, sur de la board, je sais pas, de la kilterboard, de la moonboard ou quoi, je suis sûr que les gens qui grimpent V15, donc 8 C blocs, ils sont capables de faire, je sais pas, 15 fois d'affilée un 7A, donc un V6, Mhm. sans se reposer, tu vois. Alors que toi, ton 7A, t'as mis 3 séances à le faire et à caler tous les mouvements, tu vois. Donc, il y a aussi C'est un très vrai. gros degré d'endurance qui est nécessaire, ouais. C'est vraiment intéressant. J'adore ça. Puis en tout cas, juste, juste l'aspect que tu parlais là, en tout cas, les films musculaires, etc., moi, ça me fascine. C'est vraiment cool. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, je savais qu'il y avait des fibres Bah, musculaires rapides et lentes, mais je savais pas justement que la génétique au départ pouvait influencer après ça sur le développement de l'athlète, là. Fait et en plus, que, quelque chose qui influence encore plus le développement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. mhm, C'est le sport que tu as fait quand tu étais enfant. Tu vois, par exemple, les Japonais, ils font tous de la gym quand ils sont enfants, les mhm, Tomoa, etc. Et ils sont ouais, tous hyper explosifs, hyper dynamiques. Et en fait, parce que bah aussi, ça influence le développement de tes fibres. Et ça, pour le coup, tu peux le faire que à l'âge enfant. Ça marche plus quand tu es adulte parce que bah, c'est trop tard, tes fibres sont déjà développées. T'as plus du tout le même taux d'hormones de croissance, etc. Donc en fait, c'est un peu bête, mais imaginons que tu aies fait du cyclisme pendant toute ton enfance, tu vas avoir des cuisses énormes, et par contre, bah, tu n'auras aucune force dans les bras parce que tu n'as jamais entraîné tes bras, tu vois. Et bah, ouais, pour la gym, en fait, c'est un peu le même parallèle. Et comme l'escalade, c'est hyper typé haut du corps et la gym, c'est hyper typé haut du corps, souvent, bah, si tu as été gymnaste dans ton enfance, tu vas être hyper performant sur le bloc en salle parce que c'est des trucs hyper dynamiques, hyper physiques sur le haut du corps. Et après, bah, mhm, si tu entraînes ta force doigt intelligemment, bah, ça va aussi progresser très vite parce que tu as déjà ces qualités d'explosivité. ok. Donc ça c'est hyper important aussi et du coup bah ça revient aussi à attaquer ses parents en justice, hein. Si jamais t'as pas fait de gym quand t'étais enfant, tu pourras pas être champion du monde de bloc, tu vois. Maintenant c'est foutu parce que Exact. tout le monde le fait et à partir du moment où t'as de l'avance là-dessus, c'est plus possible de rivaliser en fait. Donc Ouais, ouais c'est vrai. c'est vraiment tout ça qui est hyper important. Et aussi tu vois ça veut pas dire qu'il faut faire par exemple que de la gym quand t'es enfant. Parce que pour tout ce qui est développement des qualités motrices, etc., tu vois, bah, c'est bien de mixer les sports à l'âge enfant. Donc, Mhm. tu vois, par exemple, je sais pas, faire un an d'athlétisme, un an de gym, un an de, je sais pas, un sport collectif, tu vois, un an de Du basketball, tu vois, soccer, je sais mettons, ou pas. du basket, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis, après, tu vois, à partir d'un moment, je sais pas, vers 10 ans, 10 11 ans, tu vois, là, éventuellement, tu te spécialises dans un sport où tu te dis, OK, bah là, à 10 11 ans, tu vois que tu as plus de qualité, je sais pas, pour l'escalade ou tu as plus d'affinité avec l'escalade. Bah, tu te dis, OK, vas-y, là, on t'inscrit au club et tu vas 4 fois par semaine, tu vois, et, et après, ouais, ça fait des champions, quoi. Parce qu'ils ont Après ça, toutes les exact, c'est qualités ça. ouais, non, mais c'est ça. C'est les fameux Comp Kids, tu vois, où ils ont 15 ans, enfin même pas 13 14 ans et ils font ton projet en no foot, quoi. Ils campusent ton Ouais. projet, quoi. C'est aberrant. C'est vrai. Euh, J'avais Donc préparé ouais. la deuxième question que j'avais préparée, justement. Je voulais qu'on parle. Tu sais, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'était à partir de quand tu penses qu'un grimpeur devrait commencer à entraîner sa force doigt? Ouais. Alors du coup, moi, ce que j'ai noté là dans les notes, c'est dès le début, dès que tu Ok. commences à grimper. Après, bien sûr, il y a des manières de le faire, c'est-à-dire que tu vas pas directement faire de la prépa physique avec des séances hyper structurées de force maximale et tout. Mhm. Mais tu vois, par exemple, s'éduquer aux suspensions. Donc, par exemple, commencer à apprendre comment mettre ses doigts en trois doigts tendus, comment mettre ses doigts en semi-arqué, avec les pieds au sol, sur une poutre ou sur une latte de panguliche. Mhm. Vraiment, de cette manière très progressive et de s'éduquer aux préhensions, de forcer un petit peu, tu vois, sur tous les doigts, comprendre un peu dans la Ouais. position dans laquelle il faut se mettre, etc. Même si c'est pas vraiment du travail de force maximale, où tu vas forcer à fond dès le début, Mhm. bah, en fait, ça fait partie du développement de la force parce que bah, déjà, pour forcer, il faut se mettre dans la bonne position. Si t'as pas la bonne position, t'as beau forcer tout ce que tu veux, ça va pas développer les mêmes qualités. Ça, c'est hyper important aussi. Tu vois, on dit souvent alors souvent c'est en musculation qui dit ça, que la technique c'est plus important que la charge. Donc tu vois, par exemple, si tu fais un développé, bah, si tu triches avec les jambes et que tu mets 2 kilos de plus sur l'haltère, c'est pas intéressant parce que tu vas pas plus renforcer ton épaule. Mhm. Là, pour les suspensions, c'est un peu pareil. Tu vois, par exemple, déjà, si t'es pas bras tendu, si tes coudes un peu fléchis et que tu te suspends, bah, en fait, tu délaisses beaucoup le travail des doigts avec bah, les longs supinateurs, les biceps et Ok. tout. Donc, tu mets au final un petit peu moins de charge sur les doigts et t'éduques pas vraiment ce truc-là de cibler, enfin, d'isoler, on va dire, les doigts. Donc, Ok. ouais, je dirais de commencer à entraîner sa force dès le début.
en commençant par s'éduquer aux préhensions, apprendre qu'est-ce que c'est arc pouce, semi-arqué, etc. Parce qu'il y a des grimpeurs, ça fait peut-être, je sais pas, 5 ans qu'ils grimpent et ils ont jamais appris à prendre une prise en tendu, C'est à vrai. comment placer le petit doigt pour pas avoir de risque de blessure au lombrico, Ouais. de comment, pourquoi le semi-arqué c'est 90 degrés et pas 120 degrés par rapport au bras de levier, la biomécanique, etc. En fait, il y a plein de trucs comme ça où si tu l'apprends pas et que tu t'éduques pas, en fait, ça va pas venir tout seul. Et du coup, plus tôt tu commences, mieux c'est. Et ça t'évite aussi pas mal de blessures parce que si au bout de 3 mois de grimpe, tu sais déjà arqué pouce, semi-arqué et trois doigts tendus, que tu varies les préhensions et que après tu te renforces progressivement via différents protocoles, en fait, t'évites 90% des blessures parce que t'as bien fait les choses dès le début, tu t'es bâti des fondations solides. Euh, Mhm. donc ouais, vraiment dès le début. Et après, pour vraiment parler de la force maximale, quand est-ce qu'il faut commencer à l'entraîner? Je pense qu'il faut vraiment commencer à l'entraîner sérieusement avec vraiment, tu sais, des entraînements stricts, des cycles, etc. À Ouais. partir du moment où tu commences à avoir un plateau dans ta pratique. Donc tu vois, si juste le fait de grimper normalement et faire quelques petits exercices de prépa physique par-ci par-là, ça te permet plus de progresser. Bah là, tu te dis, OK, à partir de maintenant, 2 fois par semaine, je vais faire une séance où je travaille vraiment ma force sur les doigts, de manière ciblée, avec la surcharge progressive, etc. Et ce Ok. plateau, il peut arriver très très vite, hein. Il y en a au bout d'un an, ils vont déjà être à un très gros plateau, et il y en a au bout de 5 ans, ils auront toujours pas de plateau, tu vois, parce qu'ils sont hyper doués et ils grimpent super fort parce qu'ils sont légers, ils ont les attributs génétiques, etc. Enfin, Ouais. c'est hyper individuel. Mais ouais, je dirais commencer vraiment à entraîner sa force max de manière très structurée avec une bonne prépa physique, etc. Quand tu as vraiment ton premier gros plateau, Ok. que ce soit à cause d'une blessure, que ce soit à cause de juste le fait que tu n'arrives plus à progresser. Mhm. Ouais, pour moi, ce serait vraiment l'élément déclencheur où, Ok. où je dirais à quelqu'un, bah regarde, peut-être c'est intéressant là de faire une séance par semaine en moins de grimpe et une séance par Mhm. semaine en plus de prépa physique pour justement débloquer ce palier-là de force Ok. supérieure, quoi. C'est ça, plutôt en termes de ratio, c'est ça, c'est vraiment. Tu m'avais dit, je pense, dans l'autre podcast, que c'était à peu près 70-30 que tu me disais en termes de ratio d'entraînement. Tu sais, moi, je sais que quand je me suis entraîné dans les 6 derniers mois, la force du doigt, je la faisais à peu près tout le temps un genre de 30 minutes d'entraînement avant mes séances de grimpe, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que tu dirais que pour quelqu'un qui commence à entraîner la force du doigt, ça c'est trop ou ça fait quand même du sens? Je pense que dans un premier temps, il faut commencer doucement dans le sens Ok. où si avec une séance par semaine tu progresses, ça sert à Ouais, rien de rajouter une deuxième séance, tu vois. c'est ça. Et comment savoir si tu progresses ou pas? Tu le gardes pendant au moins 3 ou 4 semaines. Donc imaginons tu fais une séance par semaine de 30 minutes, tu fais ça pendant 4 semaines et tu vois Ouais, comment tu as progressé. Si tu as progressé un petit peu, c'est que tu es sur la bonne voie, t'as pas besoin de ok. beaucoup plus. Et donc tu continues en fait jusqu'au moment où tu as un autre plateau. Et au moment Ouais, où tu as un autre plateau, là tu rajoutes une deuxième séance. Et ouais. après, quand les deux séances ça suffit plus, tu rajoutes des séries dans la séance. Et Ok. après tu rajoutes Ou tu peux switcher éventuellement des entraînements, je pense aussi, là, switcher de c'est type ça. de. Ouais. Ok. Mais tu vois, pour vraiment des débutants qui commencent vraiment à s'entraîner, tu vois, donc là, si je reprends mon exemple, quelqu'un qui s'est déjà un peu éduqué aux préhensions, Mhm. qui grimpe depuis un an, qui a son premier vrai plateau et qui commence à entraîner sa force max, je pense que s'il commence avec une séance par semaine de force sur les doigts de manière vraiment contrôlée, après peu importe la méthode, que ce soit de la poutre, du block lift, enfin voilà, peu importe, Mhm. tant que tu Ouais. cibles vraiment tes qualités de force sur les doigts en fait, une séance par semaine, ça peut suffire. Et après, par contre, tu vois, pour la plupart des grimpeurs qui sont déjà bien avancés, je pense par exemple, ouais, on disait à peu près le niveau V8. Ouais. Là, pour le coup, tu peux direct commencer par 2 séances par semaine parce que souvent, tu as déjà les qualités qu'il faut C'est pour ça. justement encaisser ces 2 séances-là. Ouais. Et, euh, mais je pense que 2 séances par semaine, t'as pas besoin de plus, sauf cas très particuliers. Et Ok. quand je dis cas très particuliers, ça peut être soit des athlètes de très très haut niveau qui ont vraiment un besoin spécifique, donc là, tu vois, si je prends des cotations de haut niveau, ce serait pas des athlètes pas avant le V14, V15, tu vois. Ok. Euh, et après, si on prend des pratiquants comme nous qui grimpons, on va dire pour le plaisir, je pense que faire 3 séances par semaine de force sur les doigts, à moins d'être dans le V10, V11, c'est pas utile. Et même Ok. dans ces cotations-là, avec 2 séances par semaine, ça suffit largement la plupart du temps. Ouais. Et après, par contre, ce que tu peux faire, c'est 2 séances par semaine, mais avec un style différent. Par exemple, une séance sur la poutre et une séance sur le spray wall en Hmm. no foot, par exemple. Ouais. Tu vois, comme ça, tu mixes un peu aussi les intensités. Et même si c'est un peu moins scientifique, ça peut très très bien marcher aussi, tu vois, parce que tu stimules un peu d'autres qualités de mobilité, de contrôle moteur, de force, de puissance. Enfin voilà, il y a tout le gainage de l'épaule aussi qui rentre en compte. Mhm. Enfin, faut Ouais. pas hésiter à mixer les méthodes, que ce soit ouais
du bloc max sur la board, donc vraiment, je sais pas, Ouais, de la kilterboard, de la moonboard ou quoi, mais vraiment aller dans des cotations dures et ouais. faire un mouvement et tomber, tu vois. Faire du no-foot sur du panguliche, sur du spray Mhm. wall, même sur des blocs classiques, hein, Ouais. dans les salles normales, dans des cotations un peu plus faciles. Mhm. Enfin, Puis- après, tu sais, si t'as déjà le niveau de faire V11, tu peux déjà faire quasiment tous les V6, V7 en no-foot, tu vois. Ouais. Enfin, si les prises sont bien orientées. Mais ouais, voilà, il y a plein de méthodes pour développer sa force. Et après, bah, faut juste choisir Ouais. celles qui vous conviennent le mieux, que ce soit en termes de ratio temps investi sur retour sur investissement, Mhm. du fun que vous y prenez aussi. Si tu prends beaucoup de fun à faire des blocs en no-foot, donc faire du campus, ça peut être hyper productif plutôt que de te dire, ah bah non, là, je dois faire une séance sur la poutre, j'aime pas ça. Mhm. Enfin voilà, faut prendre un peu aussi en compte les préférences de l'athlète. Et après, pour le coup, ce qui marche le mieux et qui est le plus prédictible, c'est vraiment la poutre de manière classique où tu vas Ouais, surcharger c'est ça. Puis progressivement. j'écoutais ton dernier podcast, justement, tu disais que toi, tu priorisais vraiment beaucoup plus la poutre versus les autres entraînements au niveau de la force de doigt. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi? Parce que ça, je pense, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet, pas qui est controversé, mais que c'est peut-être pas tous les coachs qui seraient d'accord par rapport à ça. Ben, en fait, c'est souvent le plus facile à mettre en place parce que dans OK. quasiment toutes les salles, tu as une poutre. Alors que tu vois, par exemple, pour le block lift ou Ouais, le campus board ou quoi, tu vois, il n'y a pas toutes les salles qui en ont. ça c'est Donc vrai. déjà, ça limite pas mal. Donc déjà, premier argument, c'est pratique parce que c'est accessible. Ça peut être bête, mais bah si un truc est pas accessible, même si c'est la meilleure méthode du monde, bah ça marche pas. Tu vois, je sais pas. Exact. Par exemple, Ouais. aller s'entraîner à 6000 mètres d'altitude pendant 3 semaines et pour faire un pic de performance, mais il y a personne qui a les moyens et qui a le temps d'aller faire des stages d'entraînement à 6000 mètres d'altitude. Tu vois, Mhm. il y a même pas de salle d'escalade à 6000 mètres d'altitude. Enfin voilà, c'est même si tu sais qu'en théorie c'est bien, bah si c'est pas faisable, c'est pas faisable et c'est pas grave. C'est vrai. Euh, ouais, vraiment, argument numéro un, l'accessibilité. C'est vraiment hyper facile d'accès. Ouais. Après, argument numéro deux, il y a quelqu'un qui m'avait répondu aussi sur Instagram par rapport à ça et j'avais pas trop argumenté parce qu'il était tard et tout, mais du coup, bah, je peux le faire maintenant. Il m'avait dit que pour lui, c'était beaucoup plus stable de faire du block lift, donc c'est de OK. soulever le bloc du sol à un bras, plutôt Ouais. que de faire de la suspension à deux bras sur la poutre. Et ça, je Au pense que niveau ça peut-être dépend des vraiment de ta épaules. technique. Ouais, c'est ça. Ça dépend de tes facteurs limitants, ça dépend de ta technique. Mais en fait, si t'as pas les épaules en facteur limitant, que tu as une bonne mobilité d'épaule et que tu veux vraiment juste surcharger tes doigts, bah, tu vas même faire des suspensions à un bras en t'aidant d'un petit support. Tu vas pas forcément en te délestant, mais juste en Mhm. mettant ta main sur un support pour juste te stabiliser. Ça peut être beaucoup plus stable que de faire du block lift où en fait tu vas tracter avec les jambes, tu vas un peu te déstabiliser. Le bloc il va jamais être dans la même position, donc au niveau de la friction ça peut changer. OK. En fait, après, il y a vraiment des préférences personnelles dans le sens où bah, tout le monde est différent. Donc, tu vois, par exemple, si tu as les épaules en facteur limitant, bah, déjà, il faut travailler ta mobilité d'épaule parce que si tu le travailles pas, ça va jamais s'améliorer. Mhm. Mais oui, c'est vrai que faire du block lift dans un premier temps, ça peut être bien parce que ça te permet d'augmenter ta force doigt sans trop te tirer sur les épaules. Mais tu vois, si tu as vraiment les prérequis, etc., que ce soit en termes de gain de temps, parce que bah, la poutre, tu fais les deux bras en même temps, donc tu économises du temps. Ça paraît bête comme ça, mais C'est je parlais vrai. des séances de 30 minutes. Si tu dois faire 3 fois chaque bras avec 3 minutes de repos, bah, tu prends 2 fois plus de temps à le faire sur le bloc. Enfin voilà, c'est différent, ça prend plus de temps. Mhm. Donc ouais, vraiment, tu vois, je dirais aussi la stabilité, le fait que la poutre c'est vraiment stable et tu peux lester de 1 kilo en 1 kilo. Enfin, si tu as le matériel à disposition, c'est très prédictible, tu vois, en termes de position sur la poutre. Enfin, tu peux toujours être dans la même position, dans le même environnement, rajouter du lest petit à petit. Ouais. Euh, Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc le plus facile à mettre en place. Et Mhm. après, bah, tu as toutes les autres méthodes qui marchent. Hein, c'est juste pour réussir à les mettre en place et à les surcharger progressivement. Et tu vois, souvent, tu as des paliers qui sont trop importants. Par exemple, si on prend le campus board, tu vois, le Ouais. Pangulish, tu vois, il y a les fameux 1,47, 1,58, 1,59, etc. Bon, en fait, le gap entre un 1,58 et un 1,59, c'est pas juste une latte de plus, tu vois, c'est peut-être 30% de puissance en plus, tu vois, pour réussir Ouais. à fermer le bras et aller chercher plus haut. Et en fait, bah, ce 30% de puissance, tu vas pas le gagner en faisant du 1,58 parce que t'es déjà à ta limite de puissance, en fait. Donc, il faut que tu travailles ta puissance séparément pour après réussir à faire un 1,59, tu vois. Mhm. Donc, il y a vraiment ce truc aussi où, bah, faut comprendre le pourquoi du comment tu t'entraînes. Et en fait, tu vois, par exemple, bah, le panguliche sans les pieds, hein, donc vraiment, tu sais, faire un 4-7 ou un 5-8, en fait, tu travailles pas ta puissance maximale parce que la force que ça te demande de tracter, ça réduit ta vitesse de contraction sur les bras. Donc, en fait, si vraiment ton but c'est de travailler ta puissance max, va faire du panguliche en 1,47 ou en 1,58, ça a aucun impact sur ta puissance max. Enfin, voilà, il y a Mhm. plein de trucs comme ça où on se dit ouais, faut pour faire de la puissance, faut faire du campus ou quoi. Ben en fait, ça dépend. Est-ce que tu veux faire de l'endurance de puissance? Est-ce que tu veux faire de l'explosivité? Est-ce que tu veux faire de la puissance maximale?
Enfin, il y a plein de choses à considérer. En fait, c'est tellement complexe Ouais. et tout le monde est différent que tu peux pas dire juste, bah voilà, faites du panguliche, vous allez gagner de la puissance parce que bah ça se trouve la personne juste elle va se blesser, tu vois, en faisant du panguliche. Ou toute autre méthode d'ailleurs. Hein. Je sais pas, on parlait de campus des blocs dans la salle. Si tu commences à campus du V10 sur des micros arqués, c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois. Ah ouais, ça pue la blessure à plein nez. Bah surtout que souvent les blocs sont pas ouverts pour être campusés, quoi. Donc, Ouais. enfin, je sais même pas si ça se dit campusé, mais on invente des verbes, On c'est vient bon. d'inventer un verbe exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, du coup, c'est vraiment ça. Donc, entraîner sa force le plus tôt possible avec la surcharge progressive. Et pour moi, ouais, la poutre, c'est vraiment un des trucs les plus progressifs Ok, et les plus faciles à mettre en place, en fait, tout simplement. j'aime ça. Cool. Euh, Ensuite de ça, j'avais mis aussi dans ce que je voulais qu'on parle, parce que souvent les grimpeurs, ils savent pas nécessiter, c'est difficile, à part en faisant des tests, de savoir qu'il te manque quelque chose à améliorer. Fait que, selon toi, est-ce que tu aurais des signaux que quand un grimpeur fait de l'escalade, il peut analyser par rapport à ses performances ou à des symptômes en tant que tels là, qu'il peut remarquer, qui se dit, OK, ah, tu sais quoi, là, c'est mon endurance qui marche pas. Ou ah là, c'est ma force max. Tu sais, justement, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, puis la fille, elle disait que, exemple, dans un bloc, si tu es capable de faire tous les moves, mais que tu n'es pas capable de toutes les enchaîner un à la suite de l'autre, ce que ça veut dire, c'est que ta force max est assez forte parce que tu es capable de faire chacun des moves isolés, mais ton power endurance est peut-être pas assez élevé parce que tu n'es pas capable de faire des longs links, des longs liens, en fait, dans ton bloc. Fait que ça, ce serait comme un signal. Fait que est-ce que tu as d'autres signaux comme ça que tu connais que les grimpeurs pourraient se dire, ah, OK, ouais, à ce signal-là, ça me démontre que j'ai besoin d'améliorer mon endurance ou besoin d'améliorer ma force ou mon power endurance. Pour la force, ça va être aussi par rapport à l'explosivité, c'est ce qu'on disait Ouais, tout à l'heure, la force de ouais, c'est ça. contact. Ouais. Non seulement tu peux le faire par analyse vidéo, pour toutes les méthodes que je vais citer, là, tu peux le faire par analyse vidéo. Donc, tu regardes ta vidéo, ça se voit direct. Si Mhm. tu lances sur une prise, que tu touches la prise et que tu n'arrives pas à engager, bah, c'est que tu manques de force de contact, tout simplement. Donc ça, c'est très visuel et souvent, après, tu vois, c'est peut-être plus complexe que ça dans certains cas, dans le sens où, tu vois, par exemple, si t'as pas assez de puissance max, tu vas pas fermer le bras à la bonne vitesse. Donc tu vas arriver trop vite ou trop lentement sur la prise et tu manques pas vraiment de force de contact, mais tu manquais plus de puissance max, par exemple, tu vois. OK. Donc il y a des trucs comme ça où c'est pas forcément très. Enfin, tu sais, tu peux te dire, ah bah là, j'ai manqué de force de contact, alors qu'en fait, ça se trouve, tu manquais de puissance, parce que du coup, Hmm. t'as pas réussi à fermer assez le bras, t'aurais eu plus de marge sur Ouais, la prise, et tu serais arrivé plus haut, donc si tu arrives plus haut, tu peux ouais, engager plus fort. Donc voilà, il y a tous ces trucs qui en ouais. découlent. Mais un des facteurs pour moi les plus flagrants, c'est comme tu disais, si tu peux faire tous les mouvements d'un bloc séparément, et que t'as pas les links, donc que t'arrives pas à faire, je sais pas, enchaîner le move numéro 1 jusqu'au move numéro 5, Mhm. c'est que pour moi, t'as pas assez d'endurance de force. Mhm. Du coup, bah, enfin, power endurance, en France, on dirait Ouais. plutôt de la résistance. OK. Mais voilà, après, c'est les termes, c'est toujours un peu ça. Mais enfin, du coup, je pense que la personne, la manière dont elle l'a dit, c'est vrai, hein, elle a raison. Ouais. Donc ouais, si t'arrives pas à enchaîner les mouvements, mais que t'as les links, après, tu vois, tu peux aussi manquer d'endurance, de puissance. Donc du coup, pour le coup, là, la traduction, c'est vraiment power endurance. Mhm. Mais parce que tu vois, il y a ce même truc, par exemple, t'arrives pas à fermer le bras hyper vite 3 fois d'affilée. Tu vois, par exemple, sur des blocs comme la kilterboard, la moonboard ou quoi, bah, en fait, ça se trouve, t'as la force max qu'il faut, t'as la résistance qu'il faut, au niveau des doigts, je parle, mais par contre, au Ouais. niveau des gros muscles, donc des pecs, des biceps et tout, bah, en fait, t'as pas la capacité de fermer 3 fois de suite le bras très très fort. Et du coup, il y a ça qui te limite. Donc ça, pour le coup, tu vois, faut vraiment déjà, enfin ouais, à l'analyse vidéo, ça se voit beaucoup. Et surtout, là, moi, c'est ce que j'ai noté sur les notes, c'est les sensations. Les Hmm. sensations personnelles que tu as. Est-ce que t'es fatigué après ton run? Est-ce que t'es fatigué au bout de 30 minutes de séance, 1 heure de séance? Il te faut combien de runs pour commencer à être fatigué? Tu vois, si tu vas dans un projet, que tu mets 3 essais dans ton projet, là je parle pour du bloc, hein, pour de la voix c'est différent. Déjà au bout d'un essai, tu peux déjà être cramé. Ouais. Exact. Mais pour du bloc, tu vois, si ton bloc il fait moins d'une dizaine de mouvements, que tu fais 2 ou 3 mouvements à chaque fois et que tu sais, tu tombes et tu te reposes et tu réessayes, si t'es cramé au bout de 3 essais, donc que tu as fait à peu près 6 mouvements, tu vois, c'est même pas que tu manques de force ou d'endurance de force, c'est que tu manques d'endurance tout court en fait. T'as pas le fitness de tenir une séance de 2 heures où tu vas forcer pendant 2 heures, tu vois. OK. Fait que ça, ce serait Donc le il y a vraiment tout ce VO2 de truc-là. base, là. Ça, ce serait la base de la C'est base. ça, ouais. OK. La force critique. Donc tu vois, c'est possible en fait que tu n'arrives pas à enchaîner ton bloc rapidement à la séance parce que t'as pas assez de force critique juste
tu peux avoir toute l'explosivité, toute la force max que tu veux. Si au bout de 3 runs, t'es fatigué et que c'est au quatrième run que t'as compris tous les mouvements, comment faire, tu vois, bah, ça revient un peu à l'exemple que je t'avais cité quand moi j'ai fait mon premier V10, Mhm. où bah, en fait j'ai mis une séance à essayer les mouvements et j'ai peut-être mis, je sais pas, 20 essais à comprendre tous les mouvements et tout. Et en fait, à la fin, j'avais compris les mouvements, j'avais la vidéo, enfin voilà, je savais exactement quoi faire, mais j'avais plus l'énergie en fait de le faire. J'avais Mhm. plus l'énergie, j'avais plus la puissance. Et tu vois, pour le coup, bah, je manquais juste d'endurance et d'endurance de puissance sur la séance. Enfin, après, bon, voilà, quand tu mets 20 essais dans ton niveau max, c'est déjà une très très bonne séance et c'est Ben déjà un oui. bon niveau d'endurance de puissance. Ouais. Mais tu vois, en soi, on peut toujours faire plus, hein. Il y en a qui vont réussir à faire 30 runs, 35 runs. Enfin, voilà, si tu prends des Ouais. athlètes de haut niveau, tu peux monter très très haut. Parce que justement, Donc, probablement ouais, il y qu'ils a ont les la sensations. marge. Probablement qu'ils ont encore plus de marge, puis que de faire tous les moves de leur projet, c'était même pas limite, entre guillemets. Mais tu sais, si pour toi, ta force maximum, c'est V10, puis tu travailles tous les moves d'un V10, ben c'est sûr qu'après avoir fait 20 mouvements dans V10, ben t'es vraiment pas dans de la force critique, là. T'es vraiment dans de la. T'es comme dans la force Ouais, maximum. Fait qu'enchaîner le projet après ça, tu sais, c'est. En tout cas, je pense pas que c'est impossible, mais je pense que c'est. En tout c'est cas, beaucoup plus dur. c'est un gros challenge, exact, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de la voix, Ouais. comment savoir si tu manques de force critique, de résistance ou quoi? Tu regardes où est-ce que tu tombes dans ta voix. Est-ce que tu tombes sur le crux? Si tu tombes sur le crux, souvent ça va être que tu manques d'endurance de force ou de force. Est-ce que tu tombes dans les sections de résistance où bah, les prises sont plutôt bonnes, mais enfin les mouvements sont pas, enfin sont assez exigeants. Donc tu vois par exemple, tu as 15 mouvements d'affilée, il faut être assez endurant, t'as pas vraiment de repos. Est-ce que tu tombes pendant cette section-là? Est-ce que quand tu arrives à un repos, donc vraiment à un bac où tu peux délayer, ou une bonne prise où tu peux délayer, est-ce que tu arrives à récupérer? Tu Hmm. vois, il y a tous ces trucs-là en fait, et ça c'est purement des sensations. Et tu vois, par exemple, bah, la capacité de récupérer sur un bac, c'est un truc que 80% des grimpeurs vont jamais débloquer. Ouais. Parce que ils ont pas assez de force critique, ils ont pas assez de relâchement, ils n'arrivent pas à respirer. Et en fait, c'est une capacité. Enfin, moi, personnellement, je l'ai débloqué, mais que sur des voies faciles, tu vois. Enfin, je fais pas assez de voies dures pour l'avoir expérimenté dans des voies Mhm. dures. Mais tu vois, dans des voies faciles, avant, enfin, quand je dis facile, ça va être, on va dire, je sais pas, jusqu'au 6C, 6C+, on va dire, Ouais. sur des cotations de voies. Bah en fait, avant, j'arrivais même sur un bac, donc vraiment une poignée, quoi, une jug, tu vois, et Ouais. je pouvais pas me refaire. C'est-à-dire que même si je délayais, je respirais et tout, bah en fait, mon lactique était tellement élevé que je pouvais pas récupérer, quoi. Alors que C'était maintenant, pogné. je peux me dire, ouais, c'est ça. Alors que maintenant, tu vois, dans du 6B+, du 6C, s'il y a vraiment un bac dans la voie, je peux m'arrêter pendant 10 minutes au niveau du bac et délayer pendant 10 minutes, tu vois, et me dire, OK, là, je suis en train de récupérer, tu vois. Et OK. ça, c'est un truc où bah ouais, j'ai dû l'entraîner via la force critique, etc. Après, tu dois l'entraîner spécifiquement, donc faire des exos exprès sur le mur pour vraiment te dire, OK, là, je Mhm. reste 15 minutes dans ce truc-là. C'est très, très chiant, c'est très, très long, mais ça s'apprend aussi comme ça. Ouais. Euh, et après, en fait, ouais, une fois que tu as cette capacité-là, bah, en fait, tu débloques plein de trucs parce que ça se trouve, tu n'arrivais pas à enchaîner ta voix juste parce que tu n'arrivais pas à récupérer assez au repos. Et tu avais assez de force, tu avais assez de résistance, tu avais assez d'explosivité. Et il te manquait juste cette capacité-là à savoir récupérer sur les packs via Ouais. l'augmentation bah, de ta force critique, de ta technique de respiration, etc. Parce que respirer, c'est pas instinctif, tu vois. Faut inspirer par le nez, faut expirer par la bouche. Enfin, ça oxygène beaucoup mieux, ça expulse beaucoup plus vite le CO2. Enfin bref, c'est vraiment. Hmm. Après, tu vois, je suis pas expert de la respiration, mais je sais que déjà rien que sur les exercices de musculation ou sur le renforcement, le moment où tu respires, de toute façon, tu fais le test. Hein, si tu fais un test d'endurance en apnée, on va dire, ou juste tu respires un peu au feeling, tu vas te dober 2 fois plus vite que si tu te forces à respirer vraiment Hmm. pendant la minute avant, tu respires, tu te mets dans une bulle, tu suroxygènes un peu, enfin voilà, un peu comme si tu allais faire de l'apnée, tu vois. Wow, c'est Mais intéressant, ça. C'est cool, ça. il y en a qui font ça pour de la voix, hein, des athlètes de haut niveau. Tu les vois une minute avant de se lancer dans leur projet, tu sais, ils sont là, tu sais, ils suroxygènent Ouais. un peu, ils hyperventilent. Ça peut être hyper productif, tu vois. Ouais. Comme les Après, à pas cyclistes, faire. exemple, qui s'entraînent, exemple, avec un masque là, pour réduire, si on veut, l'oxygène pour justement, en tout cas, apprendre à Alors, ton. ça, je me lancerai pas là-dessus parce que j'ai jamais étudié en détail si ça marchait vraiment ou pas. Mais Mhm. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça t'entraîne musculairement à inspirer et à expirer plus fort. Ouais. Ça t'entraîne pas forcément à mieux utiliser l'oxygène, ça t'entraîne à avoir plus de muscles, on va dire, respiratoires. OK. Tu vas inspirer plus fort, tu vas expirer plus fort. Donc ça, je pense que indirectement, ça augmente ton niveau d'endurance parce que tu arrives à inspirer, à expirer bah, plus rapidement du coup. Mhm. Mais je pense pas que c'est dû à une meilleure utilisation de l'oxygène, tu vois, comme OK. quand tu vas t'entraîner en altitude ou quoi. Après, là, je suis peut-être en train de dire des bêtises, tu vois, parce que je suis pas du tout expert là-dessus.
Ouais. d'après ce que j'ai lu et d'après un peu mon instinct aussi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe en fait quand tu t'entraînes avec un masque comme ça. Si c'est pas un vrai masque à gaz et tout, tu vois, si c'est juste un masque pour Mhm. limiter le flux d'air, on va dire, ça Ouais. t'entraîne à respirer plus fort. Mais enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je suis pas du tout expert. OK. Mais ce serait un peu la même logique, ouais. Ce serait un peu la même logique de se dire qu'en fait, la respiration, c'est hyper important. Et tu veux t'en rendre compte, tu fais le test. Tu te dis, OK, là, je fais 7 secondes de suspension, 3 secondes de récup. Mais je le fais, on va dire, quasiment en apnée, où pendant les 7 secondes, je respire pas et juste respire pendant les 3 secondes. Je pense que tu tiens Hmm, 2 fois moins longtemps que si c'est tu clair. hyperventiles et que tu respires même pendant que tu es en train de te suspendre, etc., tu vois. Donc, et pourtant, t'as pas gagné d'endurance, en t'entraînant, tu vois, t'as juste mieux respiré. Donc, C'est fou, ça. ça, pour moi, ça fait partie de la technique. Ça fait partie de Mhm. la technique. Et c'est comme si, voilà, tu te plaçais mieux sur le mur, tu dépenses moins d'énergie, bah, si tu respires mieux, t'oxygènes mieux. Enfin, ça paraît tellement logique, mais bah, on est beaucoup de grimpeurs à pas savoir Ouais. respirer. Et enfin, même moi, hein, tu vois, c'est quand les moves ils deviennent un peu trop durs, t'es tout crispé, t'arrives pas à respirer, Ouais. tu vois. Enfin, ouais, c'est ça, c'est super dur à faire. Mais si tu t'entraînes à le faire dans les blocs faciles, où t'as la marge justement, bah, Mhm. instinctivement, tu vas beaucoup mieux le faire aussi dans les blocs durs. Ouais. Mm. Puis juste Donc, ouais, aussi, je dirais les le fait de sensations. respirer. Les sensations, ouais. Le fait de respirer aussi, on dirait que ça t'amène dans un flow state. Tu sais, moi, personnellement, j'ai vraiment commencé à focuser sur ma respiration dans mon voyage en Utah. Puis depuis que j'ai commencé à vraiment, tu sais, parce que j'arrivais dans un bloc, puis là, je travaillais le bloc. Là, je savais exactement c'était quoi les moves qu'il fallait que je fasse. Puis là, après ça, c'était juste d'enchaîner le bloc. Puis on dirait que avant d'aller dans le bloc, ce que je me disais de faire à l'intérieur de moi, c'était juste focus sur respirer. Focus sur respirer, puis en focusant sur ma respiration, respirer, expirer par le nez, puis expirer par la bouche, mon corps rentrait carrément dans une méditation. Puis c'est comme si après ça, quand je grimpais, j'avais même pas besoin de penser à grimper puis à faire c'était quoi les en fait à savoir c'est quoi les moves que j'avais à faire. C'est comme si mon corps le savait, puis le fait de respirer, ben moi, ça m'amenait dans un flow state que j'arrivais en haut du bloc, puis je suis comme hey, je suis rendu en haut. Ouais. J'étais vraiment comme rentré dans un. Fait que Dans une bulle, ouais. ouais, en dehors de l'aspect performance, je trouve que pour le mental aussi, c'est bon de focuser sur la respiration. Moi, c'est vraiment un gros truc que j'ai unlock dans les derniers mois. Là. Puis depuis que j'ai ramené ça aussi à Québec, j'apprécie même plus mes séances de grimpe. Parce qu'on dirait que quand tu penses moins pendant que tu es sur le mur puis tu focuses sur ta respiration, ben t'entres justement dans une bulle, comme tu disais, là. Ouais. Ce flow state-là, ben, je pense que c'est tout un petit peu aussi ce qu'on recherche en escalade. D'être Et puis c'est hyper focusé, agréable présent. comme sensation. Ouais. Et ouais, ça, tu peux le faire aussi dans plein de trucs, hein, pas que dans l'escalade. Tu peux avoir un truc de laser focus, comme on dit, où quand tu es concentré sur quelque chose, je sais Mhm. pas, tu as travaillé pendant 2 heures et en fait, tu as l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, quoi, parce que tu étais Exact. hyper concentré. Donc, ouais, il y a ce truc-là. Et en escalade, c'est hyper satisfaisant parce que, comme tu dis, des fois, tu arrives en haut du bloc et tu dis, waouh, en fait, bah, je sais pas comment je suis arrivé là, quoi, parce que Mais je suis là, ouais. tout s'est enchaîné hyper facilement. Et ouais, ouais, quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment Mhm. plaisir parce que tu dis, waouh, là, j'ai débloqué un truc, j'ai bien grimpé, j'ai bien exécuté le truc et tout, et c'est hyper satisfaisant. Ouais. Ouais. J'adore Mais ça. du coup, ouais, pour résumer la réponse à la question, analyse vidéo. En gros, tu vois, sur la vidéo, quand tu grimpes, tu peux voir beaucoup de choses sur est-ce que tu arrives pas à le mouvement parce que tu manques de force de contact, de puissance, de force juste parce que tu n'arrives pas à tenir la prise. Mhm. Et après, tu vois aussi des sensations que tu as. Est-ce que tu es cramé au bout de 30 minutes de séance? Est-ce que tu arrives à récupérer sur un bac? Est-ce que tu tombes dans le crux de ta voie, dans la section un peu de résistance? Est-ce que tu tombes juste avant le relais, un ou deux moves avant le relais? Donc là, tu vois, Mhm. c'est plus, après, je pense, un problème mental où tu sais, tu craques. On dit souvent, tu craques parce que enfin, voilà, tu puntes en fait, parce que t'arrives là-haut, t'es complètement daubé, t'arrives plus à respirer, tu sais, t'as l'excitation. Et enfin voilà, après, ça, c'est plus, je pense, de la prépa mentale. Pas Mhm. forcément si tu gagnes en endurance, en résistance, c'est plus facile, mais je pense que si vraiment tu tombes de manière récurrente, un ou deux mouvements avant le relais, et que les mouvements sont pas extrêmes en soi, c'est un problème plus mental que Ouais. physique. Ouais. Donc voilà, après, tu vois, il y a tous ces trucs-là, vraiment, c'est des sensations. Les sensations et tu vois, si tu travailles un peu tous tes systèmes, donc si tu fais des tests, Mhm. je vais y revenir dans la dernière partie, là, sur Ouais. les protocoles et tout. Bah, en fait, Ouais. si tu fais les tests, déjà, tu peux le voir sur les tests si tu manques plus ou moins d'une certaine métrique.
Mhm. Et après, il y a des tests où c'est très dur de tester. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure de la force de contact avec les fréquences d'acquisition et tout. Bah, en fait, juste si tu sautes sur une latte et que tu n'arrives pas à te suspendre sur la latte, bah, tu sais que bah, ta capacité max, c'est, on va dire, 50% de poids de corps sur une latte de, je Mhm. sais pas, 23 millimètres. Déjà, ça te donne pas mal d'indications, tu vois. Donc, tu sais que si dans ton projet, tu dois mettre, je sais pas, 70% de ton poids de corps sur 8 millimètres à Mach 12 parce que tu arrives super vite sur la prise, bah, c'est que tu n'y arriveras pas, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Crime, j'adore ça. On est rentré vraiment en profondeur dans les signaux que Ouais, les et gens puis en peuvent plus, regarder. c'est assez frustrant aussi parce que on a l'impression de rentrer en profondeur, mais à chaque fois, tu vois, tu pourrais creuser Ouais, et dire, ouais. OK, mais ouais, il y a ça, ça, ça. Et enfin, limite, à chaque question, tu peux passer 3 heures, quoi. Mais bientôt, des conférences, dans le globe. On va faire des podcasts de 12 heures. Ouais. Good. La dernière chose que je voulais qu'on parle, ben justement, tu viens d'en glisser un mot, mais ça serait quoi en fait les protocoles que tu suggérerais à des débutants, en fait, pour même à des grimpeurs intermédiaires, en fonction peut-être des différents types de systèmes énergétiques? Mm. Bah déjà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer directement un message sur Mhm. Instagram. Vous m'envoyez le mot test et je vous envoie la batterie de test, en fait, tout simplement. J'ai tout filmé, les vidéos pour détailler les tests, etc. Et comme ça, après, vous pouvez faire les tests en autonomie. Éventuellement, si vous les faites vraiment de manière stricte, vous m'envoyez les résultats. Peut-être que je vous analyserai les résultats et tout. Mhm. Mais voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez test sur Instagram, je vous envoie tout ça. Et donc du coup, bah là, je vais détailler un peu parce que souvent, en fait, les tests, c'est la manière dont il faut l'entraîner. C'est juste que bah, après, il faut moduler le nombre de séries, le nombre de séances, etc. Mais tu vois, par exemple, pour moi, je te disais tout à l'heure que beaucoup de grimpeurs n'entraînent pas leur endurance, donc leur force critique ou l'équivalent du seuil numéro un si on parle de VO2 max. C'est le 5-5, donc 5 secondes de suspension, 5 secondes de repos au poids de Ouais. corps sur une prise de 20 millimètres à peu près. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est censé stimuler, on va dire, ta force critique parce que tu as un ratio d'effort repos, donc 5 secondes d'effort, 5 secondes de repos, ça fait un ratio de 1-1. Et souvent, quand tu as un ratio de 1-1, c'est de l'endurance, en gros, pour faire simple. OK. Euh, donc il y a ce protocole-là, en fait, qui marche très très bien. Et en fonction du temps que tu arrives à tenir, si vous tenez plus de 6 minutes, vous arrêtez. Parce qu'en fait, pourquoi 6 minutes? Parce qu'en fait, souvent, les voies en compétition durent 6 minutes. Et en fait, pourquoi ils font ça dans les compétitions? Parce que bah, les compétiteurs ont tellement une force critique élevée que des fois, ils pourraient se reposer 15 minutes sur un repos, tu vois, s'il y Puis avait un repos au milieu de continuer. la voie. Voilà, exactement. Et c'est pour ça aussi que les performances les plus élevées en falaise, je sais pas, tu vois, les voies en 9B+, 9C ou quoi, c'est toujours des voies où en fait c'est des sections de blocs qui s'empilent et où tu as des très bons repos, enfin des très bons repos. Ça dépend de la voie, hein, Ça mais dépend du des commun fois tu des as des coincements mortels de aussi. genoux, voilà, c'est ça. Mais si tu as un coincement de genou et tu peux lâcher les deux mains, tu vois, c'est considéré comme un très bon repos. Mhm. Après, est-ce que la position est facile à tenir? Je pense pas, tu vois. Mais Exact. voilà, c'est un bon repos pour les bras, on va dire. Ouais. Et mais voilà, donc en fait, tu as cette limite de 6 minutes plus par rapport à la compétition. Et en fait, bah, même pour les voies, pour ceux qui font pas de la compétition, tu vois, c'est hyper intéressant cette limite de 6 minutes parce qu'en fait, c'est rare que dans une voie, vous allez avoir, enfin, vous alliez avoir une séquence de mouvement qui dure plus que 6 minutes de manière intense. Vous allez toujours arriver Mhm. à un repos au bout de 6 minutes ou alors c'est juste que vous êtes dans une voie qui est trop élevée pour votre niveau, Ouais. enfin, pour votre niveau de force, etc. Enfin, voilà, après, il y a toutes les métriques qui rentrent en compte. Et donc, en fait, voilà, tu fais 5 secondes d'effort, 5 secondes de repos. Et ton objectif, c'est d'atteindre les 6 minutes. Et ça OK. peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 5 ans. Tu vois. Ça dépend Ouais. vraiment de ton niveau d'endurance, de ton poids de corps. Parce que si tu pèses 50 kilos ou si tu pèses 80 kilos, c'est pas pareil. Mais du coup, bah, comme la force critique, c'est un pourcentage de poids de corps, bah là, pour le coup, tu vois, c'est directement lié à ça. Tu vois, tu peux pas bypass le fait que bah, l'escalade, c'est un sport ratio poids-puissance. Mhm. Euh, et après, ce test-là, il peut se faire aussi lesté, tu vois. Moi, récemment, là, du coup, j'ai refait mes tests. Du coup, moi, j'ai tenu les 6 minutes à 15 kilos, je crois. 10 OK. ou 15 kilos, je sais plus, de l'Est. Mais du coup, après, tu vois, ça te donne une estimation de ta force critique. Je fais mon poids de corps, donc 65 plus 15 divisé par 2. Et ça me donne une estimation de ma force critique. Et je l'ai pas testé avec le capteur parce que c'est hyper fatigant. Mais si je l'avais testé avec le capteur, je suis sûr que j'aurais eu un chiffre similaire. Mais après, juste, ça m'aurait coûté beaucoup plus de système nerveux, on va dire. Ben oui, oui, c'est clair. Mais voilà. Donc, vous faites ce test-là, le 5-5. Je pense que si tu tiens moins de 2 minutes, c'est que tu as très, très, très peu d'endurance et que vraiment, ça doit être la priorité absolue de ton entraînement. OK. Outre la force max, outre quoi, c'est, en fait, si t'as pas cette base d'endurance-là, tu auras beau faire toute la force max que tu veux. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si t'es cramé au bout de 30 minutes de séance, bah, en fait, tu vas progresser 4 fois moins vite que quelqu'un qui est fatigué au bout de 2 heures, tu vois, Fait que autant pour pour le le même niveau bloc de que pour la pratique. voix, c'est ça. C'est Ouais, intéressant. ouais, ouais, clairement. Ça, pour le coup, indépendamment de si vous faites du blog, de la voie, de la salle, de l'extérieur, enfin voilà, peu importe le mode de pratique,
plus votre résultat est élevé sur ce test de 5-5, plus vous allez pouvoir pratiquer à un niveau de fraîcheur qui est élevé. Et tu vois, si tu fais 4 séances par semaine de 2 heures, si tu es fatigué au bout de 30 minutes, ben, en soit, tu as grimpé que 2 heures dans ta semaine, tu vois, à une intensité proche de C'est ton max, vraiment, ouais, qui c'est te bon permet de te ça. développer. Donc, faut voir ça aussi, tu vois. C'est Et un gros nugget, après, ça. tu vois, ouais, C'est si bon tu ça. C'est très bon, c'est c'est ça. très bon. Ouais. Si tu dépasses les 6 minutes, bah, tu te laisses. Et si enfin, voilà, en gros, faut être à l'échec entre 0 secondes et 6 minutes. Donc, si t'es à l'échec à 5 minutes, lesté à 20 kilos, bah, c'est parfait, tu vois, t'as ton score. Ok. Et après, faut juste le comparer à tes autres métriques pour savoir si c'est un point fort ou un point faible. Parce que, bah, le point fort de quelqu'un, ça peut être le point faible de quelqu'un d'autre et inversement, tu vois. Mhm. Ma force de à moi, ça peut être le point faible d'un grimpeur de 8C, mais ça peut être le point fort de 90% des grimpeurs qui grimpent en dessous de V6, tu vois. Exact, c'est ça. Ben oui, ben Donc, oui. ça dépend à qui tu te compares et en fait, faut remettre le score dans son contexte par rapport à tes autres qualités. Mhm. Et après, du coup, bah, comment l'entraîner? Tu fais la même chose, donc tu fais des séries de 5-5. Mais là, du coup, tu vois, j'ai noté 2 à 3 séries, 3 à 8 minutes de repos entre les séries. Donc, en fait, pour faire de la surcharge progressive, tu peux soit augmenter le lest. Donc, tu vois, au lieu de faire 36 répétitions, parce que 6 minutes, ça fait 36 répétitions. Ouais. Donc, une répétition, c'est 5 secondes on, 5 secondes off, ça fait 10 secondes. Donc, chaque minute, tu as 6 répétitions. Ouais. Donc, 6 fois 6, 36, tout simplement. On fait beaucoup de maths quand on Ouais. s'entraîne. C'est Mais, vrai, hein. ouais. Mais du coup, c'est ça qui est bien aussi quand tu as fait des études un peu genre biomécanique, physique, mathématiques. En fait, tu comprends un peu mieux pourquoi tu t'entraînes, les structures qui sont mises en jeu, etc. Ouais. Mm. Donc du coup, 2 à 3 séries, 3 à 8 minutes de repos entre les séries, parce que pour faire la surcharge progressive, tu peux soit rajouter des kilos, soit rajouter des reps, soit réduire les temps de repos. Et tu vois, pour l'endurance, des fois, ça peut être hyper rentable de réduire les temps de repos. Donc tu vois, Ok. par exemple, si on reprend l'exemple où tu te tiens à 3 minutes, bah faire 3 séries de 3 minutes avec 3 minutes de repos, c'est pas du tout pareil que de faire 3 séries de 3 minutes avec 8 minutes de repos, tu vois. Exact. Physiquement parlant, pour ton corps, ça n'a rien à voir. Ok. Donc voilà, il y a tout ça à jouer comme paramètre, on va dire. Et ouais, voilà, l'objectif, c'est de tenir 6 minutes à poids de corps sur 5-5. Si Ça, vous tenez ce déjà serait 6 comme le minutes gold à poids de standard, corps, là. Ce serait ouais, voilà. Ok. Crime, Moi, je pense que j'adore ça, déjà, c'est si tu as bon. ce niveau-là, tu as un très bon niveau d'endurance, tu vois. Donc pour un bloqueur, ce serait un bon niveau d'endurance jusqu'à allez, V9, V10, tu vois. Ok. Il y aura pas besoin vraiment de beaucoup plus en termes d'endurance. Après, Ok. par contre, ouais, pour des projets spécifiques, pour des trucs, enfin voilà, c'est toujours pareil. Mais on va dire en niveau de base, tu vois, si c'était les chiffres de VO2 max, là, enfin, ou de VMA que je donnais tout à l'heure, ça équivaudrait, ouais, à 14-15 de VMA, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc où si tu l'as, t'es bien, quoi. T'es pas dans Ok. l'élite mondiale, mais t'es pas non plus sédentaire, quoi. C'est ça, c'est ça. T'as Ça a un du bon niveau sens, là. T'es athlétique. dans. Ok, parfait. Et après, du coup, bah, plus pour entraîner tout ce qui est la force max, donc vraiment ta force maximale. Voilà, Mhm. donc si on reprend le test, c'est 3 à 5 secondes lesté sur 20 millimètres. Ouais. Bah, en fait, vous faites le protocole de Max Hangs, donc c'était le protocole de Eva Lopez. Ouais. Peut-être que je remettrai le lien de l'étude dans la description. Mais Mhm. en fait, voilà, c'est la même logique. En fait, tu fais 5 secondes de suspension avec le maximum de poids possible, et après, il faut juste appliquer la surcharge progressive. Et Ouais. souvent, l'erreur que vont faire les gens, c'est qu'ils vont lester trop lourd, ils vont pas se laisser de réserve et tu sais, ils vont vraiment aller à l'échec sur toutes les séries, toutes les séances. Et en fait, ça, pour moi, c'est une erreur parce que tu te laisses pas de marge de progression, en fait. Et du coup, tu vas juste cramer ton système nerveux. Donc, tu vois, si je prends un exemple très concret, imaginons ton max, là, c'est 40 kilos pendant 5 secondes. Et ben, en fait, au lieu de faire tes séries à 40 kilos, tu vas les faire à, par exemple, à 32,5 kilos, 35 Ok. kilos, tu vois, tu enlèves un peu de poids. Et tu te dis, OK, voilà, j'ai tenu mes 5 séries de 5 secondes à 32,5. C'était assez facile, j'avais un peu de réserve. Bah, c'est parfait. Et du coup, la semaine d'après, tu vas monter à, je sais pas, 5 séries de 5 secondes à 35 kilos, tu vois, tu rajoutes 2,5 kilos. Et Ok. après, tu vois, si tu sens que tu es proche de ta limite, bah, au lieu de faire 5 séries de 5 à 40, parce que du coup, là, tu te rapproches de l'échec. Peut-être que tu vas faire que 3 séries de 5. Tu vois, tu vas faire 3 séries de 5 à 37,5. Et puis après, Hmm. tu vas faire des montées en gamme. Tu vas faire 35, 37 et demi, 40. Tu vois, donc une seule répétition à chaque fois. Donc en fait, voilà, il y a plein de stratégies, on va dire, pour faire de la surcharge progressive. Et après, bah, ça, c'est juste de l'expérimentation. Et enfin, moi, tu vois, avec le coaching, c'est un truc que maintenant je fais d'instinct, où je vois les résultats de la personne et je sais quoi faire la semaine d'après pour que ce soit le Ouais. plus productif possible, tu vois. Et Ouais, après, tu vois, enfin, diminuer le repos, augmenter la charge, les reps, c'est les ça. séries. C'est fou, il y a tellement plein de Mais après, tu données vois, qu'on peut jouer pour. après, pour la force max, j'aurais tendance à dire de pas diminuer le temps de repos. Tu vois, minimum 3 Mhm. minutes de repos, maximum 10 minutes. 10 minutes de repos, c'est beaucoup, tu vois, mais ça peut être utile dans certains cas. Mais du coup, la moyenne, souvent, c'est 5 minutes. Donc, entre deux séries de max, 5 minutes de repos, ça suffit largement la plupart Ok. du temps. Mais ouais, si vous descendez en dessous de 3 minutes, souvent, ça, c'est une erreur aussi, que font la plupart des gens, c'est quand ils entraînent leur force, ils prennent des temps de repos qui sont trop courts. Tu vois, ils vont faire les applications style Beastmaker ou quoi, tu sais, avec les Ouais. repeaters. Et en fait, les repeaters, c'est pas du tout de la force max.
Et des fois, t'as que 2 minutes de repos entre trois séries. Enfin bref, c'est limite, tu t'entraînes ton endurance, quoi, ou ta résistance. C'est vrai. Donc voilà, protocole très basique, les max hangs, la, 2 séances par semaine, 5 séries par séance. Donc sur la semaine, ça fait 10 séries, surcharge progressive. Voilà. Et OK. après, pour tous ceux qui veulent plus de précision sur vraiment comment appliquer la surcharge progressive, etc. Bah en fait, là pour le coup, tu vois, à part dire venez en coaching avec moi, je peux pas faire une masterclass de 3 heures, tu vois. Non, non, c'est Mais ça, exact. mais après, voilà, tu vois, je dirais aux personnes qui sont vraiment curieuses et qui veulent vraiment creuser ce truc-là de surcharge progressive, de s'intéresser à ce qui se fait dans les sports comme l'haltérophilie, la force athlétique, la OK. musculation. En fait, c'est des principes que dans ces sports-là, ils ont très très bien compris et où dans la grimpe, c'est encore très peu exploité ce genre de principe parce que en fait, bah, c'est pas dans la mentalité des grimpeurs, enfin, dans la mentalité ancienne des grimpeurs de Ouais. vraiment s'entraîner de manière scientifique, etc. Et plus sur des méthodes empiriques. Mhm. Mais ça veut pas dire que ça marche pas, hein, ça veut juste dire que bah, en fait la surcharge progressive c'est scientifique et que si tu rajoutes 2,5 kilos toutes les semaines pendant 10 semaines, bah à la fin tu as gagné en force, tu vois, c'est inévitable. Et Ouais. par contre ce qui est inévitable aussi c'est de se blesser si tu vas trop vite sur ta surcharge, si elle est pas progressive justement. Donc Mhm. faut vraiment faire attention, faut pas lester du jour au lendemain à plus 30 kilos si vous avez jamais lesté. Voilà, faut y aller très progressivement, tu vois, là je prends mon exemple personnel. Là, je viens de finir un cycle que moi j'appelle de points faibles, Ouais. où en gros là, je commence à m'entraîner sur tout ce qui est un peu préhension en bidois, monodoigt, etc. Tu vois, parce que c'est des trucs où je suis très 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 mauvais, Mhm. enfin pour mon niveau max, on va Ouais, dire. ouais, exact. Et du coup, en fait, j'ai recommencé avec juste poids de corps. Tu vois, je faisais des séries de 5 secondes au poids du corps sur les bidois. Et il y en a, ils vont rigoler, tu vois, ils vont dire, bah attends, il grimpe V10, il fait pas une traction sur des bidois ou quoi. Bah ouais, mais tu vois, après, chaque personne est différente et j'ai vraiment recommencé au poids de corps. Et là, tu vois, OK. là, c'était ma deuxième semaine. Là, je fais une semaine un peu de décharge. Je vais refaire 2 ou 3 semaines après. Là, tu vois, je suis déjà monté à 7,5 kilos. Donc, en 2 semaines, j'ai déjà gagné 7,5 kilos sur le truc, alors que le premier Hmm. jour, je pouvais pas me suspendre à plus que poids de corps sans avoir mal, tu vois. Ouais. Donc tu vois, déjà, si en 2 semaines, tu gagnes 7,5 kilos Ouais. sur ce genre de préhension, bah, t'imagines qu'en 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux prendre, je sais pas, 20, 30, Ben 40 oui. kilos. Et après, bah, c'est comme ça que tu arrives à avoir des gars qui font des tractions one arm sur bidois. C'est juste de la Exact. surcharge progressive, en fait. Puis ce qu'on me disait aussi, c'est qu'au début, tu sais, je pense que quand on commence à s'entraîner sur peu importe c'est quoi qui est nouveau, en fait, que notre style, nos fibres musculaires, en fait, on développe pas énormément de fibres musculaires, mais c'est plus notre système nerveux qui devient coordonné. Fait en gros, c'est C'est comme ça. si notre système y apprenait le mouvement, puis à force de devenir coordonné dans le mouvement, ben là, c'est comme si notre corps il devient plus efficient à faire le mouvement. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Ouais, non, t'as raison, c'est ça, hein. C'est juste qu'en fait, bah, quand tu t'entraînes, du coup, t'entraînes aussi ton système nerveux à Mhm. recruter les unités motrices. Et bah, les unités motrices, c'est les fibres musculaires, hein, tout simplement. Ouais. C'est ce qui dit à la fibre de se contracter. Et du coup, bah, en fait, au fur et à mesure que tu répètes un mouvement, bah, en fait, ton cerveau, il va être capable d'envoyer beaucoup plus d'influx nerveux et donc dire à plus de fibres de se contracter. Et t'as pas forcément plus de muscles, t'as juste mieux C'est activé tes ça. muscles, tu vois. Et tu vois, par exemple, sur des tractions, c'est pas rare de voir des grimpeurs qui sont tout frêles, je sais pas, qui font 40, non, 40 kilos, l'abuse, 50 kilos, tu vois, Ouais. qui font des tractions à bras, comme si, enfin, en fait, ils sont super forts, tu vois, mais ils ont une masse musculaire qui est ridicule comparée à Ouais. des gens qui sont vraiment musclés, tu vois. Et tu te dis, bah ouais, mais attends, c'est un truc de fou. Et en fait, bah, c'est juste qu'ils ont tellement entraîné ce pattern-là et cette force-là que leurs muscles, ils sont habitués à recruter vraiment toutes les unités motrices qu'ils ont. Et donc, du coup, bah, ils développent beaucoup plus de force. Mais tu vois, c'est pas parce que leur biceps c'est 2 fois plus gros. C'est juste parce qu'ils recrutent 2 fois plus les fibres qu'un débutant qui a un biceps aussi, hein, mais qui juste Ouais. n'arrive pas à recruter toutes ces fibres. C'est ça, son Et cerveau ça il est vient par comme la pas répétition. habitué. C'est ça, d'envoyer des C'est fibres ça. nerveuses. C'est comme un signal entre le cerveau puis les doigts ou le corps en général. C'est ça. Et tu vois, ça vient par la répétition. Et c'est pour ça, en fait, qu'on Mhm. s'entraîne sous forme de séries, de répétitions, etc. Parce que, en fait, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, bah, ok, bah, si pour stimuler la force max, faut juste faire un seul effort maximal. Bah, du coup, tu aurais juste à faire une seule série de une seule répétition à l'échec et tu progresserais en force. Et pourtant, c'est Mhm. pas le cas. Tu vois, tu peux pas faire une seule série de une rep. Enfin, même quand tu fais des rappels de force, tu vas faire ta montée en gamme Ouais. progressivement et tout, tu vois. Et puis, tu fais jamais juste une seule série de une rep, tu vois. Enfin, tu peux pas progresser avec ça, tu vois. Par contre, Exact. faire 5 séries de 5 secondes, etc. En fait, là, tu progresses parce que justement, t'entraînes ton corps à recruter plus d'unités motrices, etc. Donc vraiment, c'est de l'entraînement nerveux, en fait. La force, c'est du Mhm. système nerveux. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne sous forme de séries, de reps, etc. Parce qu'en fait, c'est la répétition qui vient créer ces connexions nerveuses.
et qui vous permet en fait de recruter plus de force. Donc vraiment, il y a plein de manières d'augmenter sa force. T'as l'hypertrophie, le nerveux, les ligaments, les tendons, etc. Mais le système nerveux, on va dire, enfin, je peux pas te donner de pourcentage, mais c'est au moins les deux C'est une tiers bonne de partie, ta là, force c'est max, ça. c'est le système nerveux. Ouais, c'est OK. ça. OK. Crime, très Et hot. dernier truc aussi que j'avais noté, Ouais. c'est bah là du coup j'ai parlé d'endurance donc avec le 5-5 et de force max avec les max hangs tout Mhm. simplement juste 5 secondes de suspension sur charge progressive. T'as le power endurance aussi, la Ouais. résistance. Du coup bah en fait c'est la même chose que le 5-5 sauf que tu vas changer le ratio d'effort et ça va être du 7-3 en fait. C'est ça. Pourquoi 7-3? Parce que c'est dans quasiment tous les protocoles scientifiques ils ont pris ce 7-3 et ils se sont basés en fait sur l'analyse vidéo, sur le temps moyen que les grimpeurs saisissaient une prise sur de l'escalade de difficulté. Donc en OK. fait, tu vois, si un grimpeur il grimpe normalement une voie, bah souvent chaque prise tu vas la tenir à peu près 7 secondes Ah avant ouais, de je savais passer pas sur ça. l'autre prise, OK. etc. Tu vois, bon, c'est comme ça qu'ils ont fait les ratios en fait justement. Après, je sais plus exactement dans quelle étude et tout, Ouais. mais ils se sont basés là-dessus en fait sur de l'analyse vidéo et de se dire ok d'accord, le grimpeur moyen à la vitesse à laquelle il grimpe, il tient à peu près chaque prise 7 secondes avec 3 secondes de repos. Les 3 secondes de Fait repos que en fait let's ça go, on le équivaut au fait. moment où tu as la main dans. C'est ça. Et du coup, bah, on simule ça sur la poutre, 7 secondes d'effort, 7 secondes de repos, enfin 7 secondes d'effort, 3 secondes de repos. Et là, tu vois, le gold standard à atteindre, c'est 24 répétitions. Si OK. tu tiens 24 répétitions, c'est déjà très très bien. Bah, en fait, pourquoi 24? Parce que le test de Lattice sur la force critique, il s'arrête à 24 répétitions. Donc si OK. tu es capable de tenir 24 reps et que t'es pas encore fatigué à 24 reps, tu augmentes la charge, donc tu te laisses pour OK. être à l'échec avant 24 reps. OK. Et donc, bah, ça dure 3 x 6, 18, 6 x 4, ça dure 4 minutes? Ouais, 6 x 4, 24. À Ouais, peu c'est ça. près, ouais. Moi, je J'arrive pense que encore ça à me donnait. calculer. Moi, je pense que je me rendais à 2 minutes 30 en sommet. Il me semble que dans la dernière fois que j'avais fait les tests, là, C'est je pense que ça déjà donnait pas 2 mal, minutes hein. 30. Mais moi, c'est une de mes faiblesses, là, mettons. L'endurance puis le power endurance, là, c'est vraiment comme mes deux buckets qu'il faut que je feel le plus possible, là. Mais j'ai vu Et une tu bonne vois, après, amélioration depuis, là. Ouais. ouais. Et après, il y a ce truc-là aussi où la respiration, la crispation, le stress, ça joue énormément. Parce que tu vois, Mhm. moi, là, bah, j'ai refait mes tests récemment. Bah, Ouais. j'ai justement fait les 24 reps au poids de corps. Donc, c'est Mhm. plutôt une bonne perf. Mais par contre, tu vois, sur de la voie en difficulté, surtout en falaise, en fait, Mhm. j'ai tellement peur mentalement, je suis tellement crispé, j'arrive pas à respirer. Du coup, je vais Ouais. cramer beaucoup plus vite, tu vois. Donc, j'arrive pas à exploiter ce potentiel-là parce que j'ai d'autres barrières qui m'empêchent de les exploiter. Ouais. Mais après, tu vois, bah, le jour où j'arrive à débloquer ça, bah, je sais que comme tu dis, mon bucket de power endurance, il est pas mal. Et, Ouais. euh, et c'est ça qui est bien aussi, tu vois, quand tu as de la marge physique, c'est que quand tu arrives à faire tomber un peu ces barrières mentales, techniques, etc., qui sont assez faciles à faire tomber, hein, parce Mhm. que peut-être en 3 séances en extérieur, tu arrives à faire tomber cette peur de la chute. Dans un projet en particulier, tu as peut-être pas la peur de la chute en général, Ouais. mais tu vois, tu prends 2-3 vols dans la voie que tu travailles, tu te dis, ok, bah ça c'est la pire chute que je peux faire, je viens de la faire, bah ça va, ça s'est pas mal passé. Ouais. Bah tu vois, peut-être que ça va me débloquer mentalement et je vais forcer à 100% dans tous les moves. Et la résie, je l'ai déjà. Et il manque juste le fait d'aller faire les mouvements, d'aller débloquer ce truc. Et après, par contre, là où ça suffira pas, c'est bah, si les 24 reps que j'ai là au poids de corps, ça suffit pas pour la voie, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à les faire lester. 24 reps à 5 kilos, 24 reps à 10 kilos, etc. Enfin, Mhm. je serais choqué un peu de voir les métriques de certains grimpeurs en endurance. Enfin, c'est, je sais plus c'est quoi les stats, mais je crois que c'était Stefano ou Will Bozy, ils avaient genre Ah, ouais. 70% de poids de corps à un bras en C'est force critique. Enfin, choquant, là. c'est C'est aberrant. choquant. C'est aberrant. Ah non, mais c'est aberrant. T'imagines, ça fait genre 140%, ça veut dire si tu pèses 70 kilos, ça fait pour 1,4. Ça voudrait dire que tu arrives à te lester à, non, c'est moins 70. Tu arrives à te lester à 28 kilos, tu pèses 70 kilos, tu te lestes à 28 kilos et tu arrives à faire le test de 7,3 fois 24 facilement. Enfin, c'est aberrant, on se rend pas Aberrant. compte en fait. C'est Ouais, aberrant. c'est J'aime aberrant. ça, j'aime ça. Ah ouais, non, non, mais en fait, tu vois, c'est le genre de truc où aussi, souvent, des fois, je me balade sur Instagram, de moins en moins, tu vois, mais je vois des commentaires du style, je sais pas, t'as Seb Boin, tu vois, je sais pas, tu vois qui c'est un Ouais. falaisiste français qui est dans l'élite mondiale. Mhm. Je pense qu'il est facile dans le top 5 all-time des falaisistes en termes de Mhm. performance. Et, et j'ai bugué. Oui, en fait, il y avait un mec sous sa publication qui avait commenté ouais, mais Seb Boin, il s'est jamais entraîné ou je sais pas quoi. Et je dis, mais mec, mais tu te rends pas compte en fait de l'entraînement déjà qui s'inflige, que ce soit juste en termes de volume de grimpe Ah ouais. et les circuits sur spray wall et tout. Enfin, tu vois, je le connais pas personnellement, Seb Boin. D'ailleurs, je kifferais faire un podcast avec lui un jour Ben oui. si jamais Seb Boin il est chaud pour faire un podcast. Moi, je suis bouillant.
Mais ouais, pourquoi pas lui demander, parce qu'en plus, il habite pas loin de Montpellier. Let's Mais tu go. vois, en fait, il y a des gens qui vont commenter sous les publications, ouais, mais c'est bon, il s'entraîne pas, ou je sais pas quoi. Mais déjà, au pire, s'il s'entraîne pas et qu'il arrive à ces niveaux de performance-là, ça voudrait dire, en fait, que juste, il a trouvé la méthode qui lui convient, tu vois. Et il y a Mhm. tellement toutes les méthodes qui peuvent marcher que c'est pas parce que c'est bon, il s'entraîne pas que ça veut pas dire qu'il s'entraîne pas d'une certaine manière, tu vois. Enfin, c'est pas, Ouais. il se réveille de son lit et il fait 9C, tu vois. Enfin, c'est pas du tout Mhm. ça. Donc, en fait, les gens, ils assimilent s'entraîner avec le fait de faire des tractions, faire des suspensions, etc. Mais Ouais. en fait, juste faire 4 fois d'affilée un bloc, ça, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais Ben t'as oui. grimpé. Ben oui, Donc, c'est clair. en fait, c'est juste, faut différencier l'entraînement, la performance et tout. Et en fait, avec ce truc des réseaux sociaux, aussi, bah, les anciens grimpeurs qui vont te dire, ouais, faut juste grimper pour progresser, nanani, nanana. Bah oui, mais en fait, ils ont pas tort parce que juste en grimpant, tu peux progresser énormément. Et après, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que Il c'est le faut que moyen tu le le plus fasses de rapide et le façon plus efficient de le structurée faire? aussi. Ouais. C'est ça, et puis t'as beaucoup de chances de te blesser sur la route. Ça peut être hyper démotivant aussi des fois si tu passes 6 semaines à stagner dans un projet ou un truc et que tu te dis bah enfin, est-ce que je continue? Peut-être que la semaine prochaine il va rien se passer. Peut-être que je vais me blesser même la semaine d'après. Mhm. Enfin, tu sais, tu commences à douter. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là. Donc vraiment il y a toutes les méthodes qui marchent pour progresser en escalade. C'est ça qui est bien en fait avec ce sport, c'est que peu importe ce que tu fais, si tu le fais de manière intelligente, structurée, progressive, bah ça marche en fait. Il y a pas 10 000, Mhm. enfin justement il y a 10 000 recettes qui peuvent marcher. Mais par contre il y a une recette qui marche tout le temps et qui est où t'es sûr que ça marche, c'est de la surcharge progressive. Et Ouais. juste peu importe la métrique, le volume de grimpe, l'intensité de la grimpe, les cotations que tu vas grimper, enfin voilà, surcharge progressive. J'aime ça. Crime. Ça a passé Et vite. ah ouais, Ah, attends du t'avais coup quelque chose, ouais, t'avais une dernière chose à rajouter? bah, en fait, je me suis perdu sur le 7-3 parce que je l'ai noté dans les notes. Mais là, du coup, j'ai parlé juste du test. Ouais. C'est juste le fait de faire les 24 reps. Mais en fait, tu peux le faire, du coup, bah, c'est comme le 5-5 sous forme de série. Bah, 2 à 3 séries, avec 8 minutes de repos. Pourquoi les 8 minutes? Parce que dans l'étude sur le F80, il prenait 8 minutes de repos. Et Mhm. en vrai, même d'expérience, c'est un temps qui est plutôt pas mal parce que plus que 10 minutes, souvent, ça va être trop long. Et 5 minutes, c'est trop court. Donc 8 minutes, tu coupes un peu la poire en deux, comme on dit, OK. et ça suffit. Donc, tu vois, par exemple, tu gardes un petit peu de réserve, comme pour la force max. Imaginons que ton maximum, c'est 2 minutes 30 comme tu disais. Bah, tu vas faire 2 minutes, 3 fois avec 8 minutes de repos. Et voilà, OK. t'as ta séance de power endurance et t'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus. Et si tu tiens facilement les 2 minutes avec 8 minutes de récup, bah, soit t'augmentes les reps, tu passes à 2 minutes 10, 2 minutes 20, etc. Et quand tu arrives proche de ta limite, bah, tu redescends, je sais pas, peut-être à 1 minute, mais tu vas te lester. Tu vas faire 1 minute, OK. lester 10 kilos, lester 15 kilos, etc. Tu vois, et tu progresses comme ça. Et, euh, et après, il faut juste faire attention à varier les préhensions. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Enfin, tous les exos, là, tu les fais en semi-arqué. Ouais. Mais après, tu vois, si tu sens que 3 cycles d'affilée, tu as toujours fait ça en semi-arqué et tout, bah, éventuellement, tu peux le faire en tendu. Voir ce que ça donne, tu vois, en tendu, parce que bah, ça se trouve, si tu as une énorme endurance en semi-arqué, mais pas en tendu, peut-être que tu as un gros axe à gagner en améliorant Ouais. ton tendu aussi, tu vois. Donc, il y a tout ça aussi à explorer. Et c'est pour ça aussi que bah, le coaching, c'est hyper important parce que, bah, en fait, pour t'évaluer au global, pour savoir un peu c'est quoi tes forces, tes faiblesses et tout, si t'as pas un plan structuré pour t'évaluer, c'est super dur. Et bah, du coup, pour tous celles et ceux qui veulent structurer ça, vous m'envoyez test sur Instagram, je vous envoie la batterie de test. Et comme ça, vous pouvez vous tester objectivement. Et après, si jamais vous m'envoyez les résultats, je vous dirai, bah voilà, selon moi, tu as un point fort ou tu as un point faible à tel endroit. Et ça peut être hyper intéressant à voir. J'adore ça. J'adore ça. Et dernier truc aussi, encore des nuggets, là, on en Ah, moi, parlait une écoute, fois, c'est plus des on sort nuggets, le c'est un bucket bucket, à nuggets. c'est ça. Et du coup, le dernier truc, bah, c'est ce que je disais aussi en intro, c'est l'endurance de force. Et là, du coup, moi, le test que j'utilise, c'est 3 secondes d'effort, 3 secondes de repos. Et tu vas te lester à 90% de ton max, donc ton max sur 5 secondes. Mais tu vas prendre ton poids de corps dans le max. C'est-à-dire que si ton poids de corps, c'est 70 kilos et que ton lest, c'est 40 kilos, bah, tu fais 70 plus 40. Attends, je sors la calculette. Hop. 70 plus 40, ça fait 110. Tu fais ça fois 0,9, donc 90%. Ça fait 99, Mhm. moins le poids de corps, donc moins 70. Donc tu te laisses à 29 kilos. Tu vois, si ton max est à 40 kilos, tu te laisses à 29 kilos et OK. tu fais 3 secondes de suspension, 3 secondes de récup à l'infini, jusqu'à ce que tu sois KO. Et ça, bah voilà, c'est un protocole d'endurance de force très classique et qui marche aussi super bien. OK. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à utiliser bah, la surcharge progressive, bien structurée, bien cyclée, endurance, force, résistance, puissance. Enfin voilà, tu cycles l'entraînement de manière logique. Et Mhm. bah, après, c'est ce que je dis dans tous les podcasts, hein. C'est d'abord l'endurance pour avoir une bonne base, après la force, après la puissance ou l'explosivité, OK. éventuellement bah, l'endurance de puissance ou l'endurance de force ou
le power endurance, comme on dit. Et après, bah, tu reviens sur l'endurance, la force, etc. Et tu peux cycler ça, en fait, un peu à l'infini. Et tant que tu appliques la surcharge progressive, tu vas progresser. Et moi, j'ai jamais eu de plateau depuis que j'utilise ça. Depuis que Enfin, t'appliques quand je ça, dis ben de oui. plateau, c'est de plateau de développement physique, tu vois. Après, c'est clair que je vais pas gagner une cotation Ouais. toutes les 3 semaines, tu vois. Mais, mais en termes de physique, tu vois, d'année en année, bah, je continue de progresser alors que bah, les métriques sont quand même élevées, tu vois. Enfin, même sur les tractions, les trucs comme ça, Mhm. en termes de nombre de répétitions, nombre d'endurance, machin et tout. Enfin, ça fait des hauts, ça fait des bas, mais au global, bah, le niveau il augmente. Donc du coup, bah, c'est hyper satisfaisant parce que tu vois que ça marche et que, comme tu dis, la force max, elle se conserve très très bien dans le sens où peut-être que j'ai perdu en endurance de force, mais bah, je suis toujours capable de faire la suspension de 5 secondes et donc du coup après Ouais, c'est très facile de réentraîner ça. j'adore ça. J'adore ça. Est-ce que t'as un autre nugget? Où on avait? Euh, Non, là, moi, j'ai fini avec Ok. les notes. Mais après, ouais, du coup, bah, je te laisse un peu finir, J'adore ça. me dire Non, ce que ben t'en écoute, penses ben en aussi. fait, je voulais juste savoir, en fait, avant qu'on finisse, parce que là, tu sais, on parle beaucoup de coaching depuis tantôt, mais est-ce que présentement, tu prends des nouveaux clients? Je sais que cet épisode-là va sortir peut-être au mois de décembre, à peu près, là. Décembre, peut-être début janvier, là, dépendamment un petit peu du roulement puis tout ça. Mais est-ce que au mois de décembre, janvier, tu penses que tu prendrais des nouveaux clients ou présentement, tu es full loadé? En fait, j'ai toujours de la place en soi, parce que tu vois, il me reste toujours une ou deux places. Tu sais, il y a des personnes qui OK. partent en vacances, ceci, Ouais. cela, tu vois. Donc, en soi, j'ai toujours de la place. Bon, après, tu vois, je peux pas prendre 20 personnes d'un coup, ça, c'est clair. Mais, Ouais. tu vois, si quelqu'un est vraiment motivé, que, voilà, il écoute le podcast, qu'il dit, voilà, ça, c'est ce qu'il me faut, structurer mon entraînement, etc. En soi, j'ai toujours de la place. Et, comme je le disais aussi dans le podcast précédent, je propose toujours ce service, bah, d'appel gratuit, où le premier Mhm. appel est gratuit. Donc, bah, éventuellement, voilà, vous m'envoyez les tests sur Instagram, vous faites les tests. Vous m'envoyez vos résultats, bah, on se réserve un appel gratuit. Je vous fais un peu le débrief des tests et après voilà, vous dites ok bah là c'est hyper structuré. Enfin en fait ça va vous donner aussi bah, des clés si vous après vous voulez vous entraîner en autonomie. Mhm. Et je pense bientôt dans un futur proche, j'ai pas trop envie de dire de date, mais je pense d'ici moins de 6 mois c'est sûr. Donc je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais je pense Ouais. on va dire aller au plus tard, on va dire septembre 2025. Ouais. Au plus tard, normalement, j'aurais sorti l'équivalent un peu d'un programme PDF de OK. 12 semaines où en fait, vous pouvez du coup bah, payer beaucoup moins cher qu'un accompagnement en coaching parce que ce sera en autonomie et où il y Nice. aura tout le plan, le blueprint, comme on dit, pour bah, se tester, faire un ou deux cycles d'entraînement structurés, refaire les tests, voir si ça a augmenté avec on va dire, un service client derrière au cas où vous êtes Ouais. vraiment perdu dans l'exécution. Mais voilà, en gros, un protocole en autonomie, bah, du coup, beaucoup moins cher que Hmm. d'accompagnement en coaching. Ouais. Donc, ouais, je travaille là-dessus et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, soit qui n'ont pas les moyens de payer un coach vraiment cher, Ouais. soit qui veulent juste s'entraîner, voilà, et qui cherchent les ressources, etc. Voilà, je pense que ce sera le produit parfait parce que ce sera pas si cher que ça. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, ça reste un investissement et tout. Je peux Ben pas oui. faire des programmes à 30 euros, tu vois, c'est pas possible. Ben non, Mais, exact. mais après, ouais, c'est clair que ça pourra aider beaucoup plus de monde possible. Et puis après, tu vois, c'est comme c'est des protocoles en soi qui sont standards, tu vois, suffit que tu sois deux ou trois dans ton gym. Tu dis bon bah vas-y, on met un tiers chacun et puis bah le programme c'est le même, tu vois. Donc il Ouais, y a c'est pas le vrai. truc de copyright ou quoi. Enfin, c'est le genre de truc que tu peux pas trop contrôler, tu vois. Donc Ouais. si ça peut aider le plus grand nombre de personnes, tu vois, ça passe toujours bien, tu vois, de pouvoir faire un truc un peu générique qui donne les bases et tout, tu vois. J'adore ça. Ben écoute, merci pour elle, Léo. C'était encore une fois, là, tu sais, ça a duré 1h20, mais ça a été dense. Dense en contenu, dense en. Je suis sûr qu'il y a tellement du monde qui vont pouvoir, qui vont être vraiment excités dans le fond d'apprendre par rapport à tout ça. Puis, s'ils veulent te rejoindre sur Instagram, c'est Léo Pazek, Léo Léo barre en Pazek, c'est bas. ça. Ouais, c'est ça, ok. Pazek, P-A-S-E-K, ouais. Yeah, puis aussi, si vous ne l'avez pas encore écouté, mesdames, messieurs, allez voir son podcast, Vertical Podcast. Je sais que c'est encore plus axé entraînement que La Voix des grimpeurs podcast. Nous, je sais qu'on fait beaucoup de podcasts d'entraînement, d'interviews et tout ça, mais je sais que Vertical Podcast, vous autres, vous vous spécialisez encore plus en entraînement C'est d'escalade. C'est quasiment que 100% l'entraînement, ouais, que c'est ça. ça. Fait que si vous voulez encore plus manger de l'escalade francophone, ben, je pense que le Vertical Podcast, c'est vraiment un super beau podcast à aller voir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je ne l'ai pas dit au début de l'épisode, mais ce que j'ai dit tout le temps, c'est que si vous retenez de la valeur, ben, la meilleure façon de nous redonner de la valeur, c'est de nous mettre un review ou un 5 étoiles sur les balados diffusion. Donc, si sur Apple Podcast, faites pause, descendez jusqu'en bas, parce que je sais que des fois sur Apple Podcast, c'est plus compliqué de le faire, le 5 étoiles.
Puis allez mettre un commentaire drôle, là. Allez mettre de quoi de le fun puis d'amusant. Ça va nous aider énormément à progresser à travers tout ça. Sur Spotify, c'est pas compliqué. On fait pause, c'est en haut. Puis sur YouTube, un petit commentaire, un 5 étoiles. Allez vous abonner à la page. Puis écoute, ben, je suis sûr qu'on va refaire d'autres podcasts ensemble, Léo, parce que pour vrai, C'est sûr. on a du fun. Puis en tout cas, j'espère te revoir bientôt. Merci. Puis Ah écoute, bah ouais, moi en soi je suis disponible et puis ça fait toujours plaisir de tourner des podcasts comme ça parce que comme tu dis, ça donne valeur et ouais. c'est des choses où en fait souvent soit on les dit pas, enfin ou sur les réseaux on voit pas ça, on est un peu perdu dans la masse d'informations, voilà, on sait pas trop quoi mettre en place et tout et très vite on peut se perdre et justement moi je suis là un peu pour restructurer un peu tout ça et se dire Mhm. que bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes les méthodes qui peuvent marcher. Mais à partir du moment où vous choisissez une méthode, que vous l'appliquez de manière stricte et tout, et en fait, moi, c'est ce que je fais dans les coachings, dans le sens où bah, j'ai un peu développé ma méthode. Ouais. Je sais que ça marche pour quasiment tout le monde. Il faut juste bah, voilà, l'adapter aux personnes en fonction des besoins, des objectifs et tout. Mais en soi, la structure, elle est là et ça marche. Tu vois. Enfin, j'ai que des bons résultats et moi, ça me passionne trop de travailler là-dedans. Donc, enfin, tu vois, ça le rend aussi à la communauté. Mhm. Et c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ce truc-là où tu t'impliques justement dans le développement bah, de l'escalade, peu importe la manière, tu vois, que ce soit pour ceux qui vont équiper des voies, pour ceux qui découvrent des nouveaux secteurs de bloc, pour ceux qui Mhm. coachent dans la performance, dans le mental, enfin les kinés, les ostéos, tout ça. Enfin, en fait, chacun rajoute sa petite brique un peu, tu vois. Ouais. Et au final, bah, tout le monde devient meilleur à la fin. Et ça, c'est top, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je fais ça, les podcasts. C'est hyper accessible. Enfin, c'est vraiment le meilleur truc que je puisse faire à mon échelle. Let's go! Fait que bonne journée à toi en France. Puis merci, puis on se reparle bientôt. Ouais, carrément. Ciao, ciao. Allez, ciao!